Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment vous pouvez créer un site WordPress de A à Z. Dans cette formation gratuite, je vais vous montrer comment choisir un hébergement web, installer WordPress dessus, je vais vous présenter le tableau de bord, tout ce que vous devez savoir, créer vos premières pages, rajouter des éléments supplémentaires pour améliorer la vitesse de chargement, personnaliser votre site et enfin le mettre en ligne. Vous pourrez donc à la fin de cette formation avoir votre premier site web, même si vous êtes débutant et que vous n'y connaissez absolument rien. Cette formation est faite pour tous les niveaux. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Nivel Kezia, je suis formateur WordPress. J'ai accompagné plus de 500 personnes à créer leur premier site grâce à WordPress. Je vous montre à l'écran des exemples de sites que certains de mes apprenants ont pu réaliser. J'ai pu intervenir auprès de différents organismes comme la BPI ou des grandes écoles de commerce comme l'INSEC. Et j'ai récemment créé une formation éligible au financement CPF qui va vous permettre d'apprendre à créer un site web de A à Z avec WordPress. La formation dure entre 3 et 4 jours. Elle est disponible soit en visio avec moi ou un formateur ou sinon avec une partie en e-learning. Si jamais c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser après avoir visionné cette formation gratuite, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Alors, avant de commencer, il faut qu'on clarifie quelque chose. Quand vous allez taper WordPress sur Internet, vous allez tomber sur deux sites. Le premier ici, c'est wordpress.com et le second, c'est wordpress.org. Ce sont deux sites qui sont officiels de WordPress, mais par contre, dessus, vous n'allez pas avoir les mêmes choses. Ici, sur wordpress.com, vous allez avoir la possibilité d'utiliser l'outil WordPress, de pouvoir payer un abonnement tous les mois, tous les ans, installer WordPress dessus, créer votre site. Par contre, c'est pas du tout par ici qu'on va passer. On ne va pas passer par wordpress.com parce que c'est une version qui va être limitée de WordPress. Vous n'allez pas pouvoir faire tout ce que vous souhaitez. Et aussi, ça coûte relativement cher. Donc, wordpress.com, on oublie. L'autre site, c'est wordpress.org. Ici, pareil, c'est un autre site officiel de WordPress où vous allez pouvoir avoir des informations concernant les dernières nouveautés de WordPress, les thèmes, les extensions, discuter avec la communauté, avoir certaines aides avec une documentation et un forum. Mais par contre, on ne va pas passer par là non plus pour créer notre site. Dans mon cas, je pourrais passer par wordpress.org pour pouvoir télécharger l'outil WordPress, car l'outil WordPress est totalement gratuit. La seule chose que je vais devoir payer, c'est un hébergement web et un nom de domaine pour pouvoir le stocker. Donc moi, je passerai par ici pour télécharger l'outil WordPress et l'installer à la main sur mon hébergeur. Mais nous, on ne va pas passer par là non plus. Pourquoi? Parce que sur les hébergeurs les plus connus, sur lesquels on va pouvoir stocker notre site, on aura déjà des modules de WordPress préinstallés qu'on aura juste à mettre en place en quelques instants. Et ça, on va le voir juste après. Donc, partez du principe que l'outil WordPress est gratuit. La seule chose qu'on va payer, ça sera l'hébergement web. Pour héberger notre site WordPress, il nous faut un hébergement web. Il en existe des tonnes sur le marché, mais celui que je peux vous recommander énormément, c'est Hostinger. Pourquoi Hostinger? Parce que c'est vraiment celui qui a le meilleur rapport qualité-prix et aussi celui qui a la meilleure interface utilisateur, surtout pour les débutants. Parce que quand on débute, on n'est pas à l'aise, on n'a pas envie de s'embêter à se prendre la tête avec une usine à gaz. Hostinger, c'est vraiment la meilleure solution. Sinon, pour présenter rapidement les autres hébergeurs qui existent sur le marché, on va retrouver OVH. OVH, ils sont bien, ils ont une très bonne part de marché, par contre leur interface c'est vraiment une usine à gaz, donc je ne le recommande pas forcément. Ionos, ils sont relativement chers, donc on va éviter. Après vous avez des Planet Hoster, vous avez des Gandhi, vraiment à part OVH et Ionos que je ne vous recommande pas, les autres si vous avez déjà un hébergeur dessus, vous pouvez partir. Par contre si vous n'avez pas encore d'hébergement web, partez chez Hostinger, vraiment c'est la meilleure solution que je peux vous recommander. Au niveau des offres, on va voir ce qu'ils proposent, hébergement pour WordPress. On descend un peu et là vous avez trois offres. Si on crée un site vitrine classique, un petit site, un blog, un tout petit site e-commerce avec quelques produits, vous pouvez partir sur la version premium. La version business va vous permettre d'avoir un site qui charge plus rapidement, donc à quelques euros près, autant partir sur une version un peu au-dessus, mais la premium peut largement faire l'affaire. Par contre, si votre site web, c'est le cœur de votre activité, vous souhaitez créer un gros site e-commerce, un site vitrine qui vous permet d'acquérir un tas de clients et vous ne voulez pas qu'ils plantent, partez plutôt sur la Cloud Startup. Parmi ces trois offres, c'est la plus puissante, mais donc une offre qui sera un peu plus chère. Alors, au niveau des prix, là, on a des prix qui sont assez bas tous les mois. Là, ce sont des prix si jamais vous partez sur un engagement de 48 mois. Mais vous allez voir que même si vous partez sur un an d'engagement, 2 ans, ça reste assez bas. En tout cas, par rapport à d'autres concurrents. Pour l'exemple, je vais prendre l'offre la moins chère ici. Je vais faire sélectionner.
Et là, par exemple, si je m'engage pour 48 mois, ça me revient à 119 € pour 2 ans, ce qui me fait à peu près 2,49 € par mois. Si jamais je pars sur 24 mois, pareil, c'est assez bas, 66 €. Et si je pars sur 12 mois, on est à 35 € par an. Par contre, l'année suivante, le prix va redevenir à la normale, je vais payer 146 €. Je préfère prévenir en disant que ce ne seront pas les prix qui vont tout le temps être comme ça, donc faites bien attention. Idéalement, moi, ce que je peux vous recommander si vous souhaitez avoir un site qui tient longtemps et faire des économies sur le long terme, partez directement sur 48 mois, ça vous revient à un prix relativement bas, et au bout de ces 4 ans d'engagement, vous pouvez très bien résilier votre abonnement chez Hostinger et migrer votre site ailleurs. Pareil, ça je ne l'ai pas dit, mais si vous avez déjà un hébergement web, vous pouvez très bien migrer votre site de OVH vers Hostinger. Vraiment, il n'y a aucun problème. Et ça, j'en parle dans ma formation. Et si jamais vous souhaitez partir sur Hostinger, je vais vous mettre en description un lien qui va vous permettre d'obtenir une réduction supplémentaire sur votre abonnement. Là, dans mon cas, je suis de base à 35 € pour un an. Et là, avec mes 20% supplémentaires, on descend à 28,70 €. Donc, si vous partez sur un plus gros hébergement web, ça revient encore moins cher. Là, pour 48 mois, on est à moins de 100 €. On va partir sur 12 mois, on va faire continuer. À savoir que si vous partez sur Hostinger, vous aurez un nom de domaine qui va être offert la première année. Si vous partez au moins sur un engagement de 12 mois. On va ensuite se créer un compte. Je rentre une adresse email, je rentre un mot de passe, on fait continuer. Je vais venir renseigner mes informations de facturation. Si jamais j'ai une entreprise, je peux venir renseigner les informations de l'entreprise. On fait continuer et on va passer à l'étape de paiement. Vous choisissez donc avec quel moyen vous souhaitez payer. Et une fois que le paiement est passé, on n'a plus qu'à attendre. Vous pouvez très bien payer par carte ou directement via PayPal. Parfait, le paiement a été effectué. On peut cliquer sur démarrer la configuration. Nous, on veut installer un site WordPress. Donc, il va bien falloir suivre les mêmes étapes par lesquelles je passe pour créer son site avec WordPress parce que Hostinger va nous proposer aussi la possibilité d'installer un site avec leur IA ou d'autres outils. On va dire que le site s'adresse à moi ou mon entreprise. On fait suivant. Je souhaite créer un site web. Vous avez aussi la possibilité de migrer un site WordPress directement via Hostinger. Vous allez leur donner votre URL de connexion, vos identifiants et eux, ils peuvent se charger de faire la migration. Donc, je veux créer un site web. On fait suivant. Ici, je peux venir renseigner mes informations qui vont me permettre de me connecter après à WordPress. On reclique sur suivant. Là, il me propose de choisir un template de site. Nous, on ne va pas passer par là pour choisir un template de site. Vous allez le voir dans la formation. Je vais vous montrer des astuces qui peuvent vous permettre de créer ce genre de site en quelques secondes. Mais nous, on ne va pas le faire ici. On va cliquer sur le bouton en bas à droite. Ici, ils vont nous demander de choisir un thème à préinstaller. On ne l'a pas encore vu, mais tout à l'heure, je vous expliquerai qu'est-ce que c'est qu'un thème. Mais déjà, pour la faire simple, ça va être la base de votre site WordPress qui va vous permettre d'apporter différentes fonctionnalités, vous permettre de personnaliser l'entête, le pied de page du site, la page blog ou la partie e-commerce. Nous, on va garder celui qui est par défaut, comme ça. Que vous passiez par Hostinger ou autre part, on sera toujours sur le même thème, le thème 2025, celui par défaut de WordPress, mais qu'on changera. On fait suivant. Là, il nous propose de préinstaller certaines extensions. Nous, on n'a pas envie d'avoir d'extensions déjà installées. Donc, on va cliquer sur désélectionner tout. On clique sur le bouton. Là, avec Hostinger, on a acheté un hébergement web pour une durée de 1 an. Donc, la première année, il nous offre notre nom de domaine. Le nom de domaine, ça va être l'adresse de votre site web. Pour l'instant, vous avez deux choix. Soit vous récupérez tout de suite votre nom de domaine gratuit. Donc, vous pouvez venir créer votre nom de domaine. Faites attention à ne pas avoir un domaine qui est ni trop long, ni trop compliqué à dire, ni trop compliqué aussi à retenir. Partez sur quelque chose de simple et qui est disponible. Sinon, si vous voulez pas vous prendre la tête tout de suite et réfléchir après à quel nom de domaine vous voudriez acheter, vous pouvez cliquer sur le bouton utiliser un domaine temporaire qui se trouve juste là pour que Hostinger vous partage un domaine temporaire le temps que vous choisissiez le vôtre. Par contre, ce site web là ne pourra pas être référencé sur Google tant qu'il n'a pas un vrai nom de domaine, mais vous pourrez facilement le rattacher par la suite. Moi par exemple, je vais venir prendre mon domaine gratuit. Si jamais avant d'arriver à cette étape, vous souhaitez savoir si un domaine est disponible ou non, vous pouvez vous rendre sur le site de Hostinger dans la rubrique nom de domaine ou sur n'importe quelle entreprise qui vend des domaines. Ici, tapez votre nom de domaine, cliquez sur rechercher, regardez s'il est disponible. Ici par exemple mon domaine.fr il n'est pas disponible, donc ils vont me proposer des alternatives. Si jamais le .fr, le .com n'est pas disponible, ne prenez pas des .io, des .online et des .shop. Favorisez le .fr, le .com. Je dis ça pourquoi? Parce que si le .fr et le .com sont déjà pris par quelqu'un d'autre, ils risquent d'être mieux référencés que vous sur leur nom de domaine propre. Donc essayez d'avoir un nom qui est disponible en .fr et en .com et tapez bien au préalable sur internet qu'est-ce qui tombe quand on tape
ce domaine. Si jamais une autre personne a un domaine similaire ou qu'il est proche d'une marque qui existe déjà, on va éviter. Ok, donc moi, mon domaine, je vais prendre Kezia-Nivel et je vais le prendre en .fr. Je fais suivant. Là, je vais devoir renseigner des informations concernant le nom de domaine parce que tous les noms de domaine en .fr et en .com, on doit les relier à une personne physique ou une entreprise. C'est des questions de sécurité. Si jamais une personne achète un domaine et fait n'importe quoi avec, on saura qui se trouve derrière. Et pareil, ces informations à but informationnel, elles vont être publiques. Donc si vous ne voulez pas que vos informations soient publiques, faites attention à ce que vous renseignez, sinon vous pouvez mettre toutes vos infos dessus sans problème. Après, quand je dis elles sont publiques, il faut quand même aller les rechercher, mais n'importe qui peut facilement les trouver. Ensuite, on va venir mettre la date de naissance. On clique sur terminer, parfait. Là, le domaine est en train d'être ajouté et on va pouvoir choisir ici où est-ce qu'on va venir stocker notre site web. Dans quel serveur votre site sera. Idéalement, si votre cible, ce sont des Français, on va choisir un serveur basé en France. Donc ici, on sélectionne France et en plus, le serveur qui est basé en France utilise 100% d'énergie renouvelable. Par contre, si vous avez plutôt une cible aux États-Unis, vous pourrez choisir donc un serveur aux États-Unis, si jamais c'est le Brésil ici, le Brésil ou même si jamais vous souhaitez cibler les dom-tom, Antilles-Guyane, vous pouvez choisir un serveur qui sera beaucoup plus proche ici. Déjà, ça va permettre aussi de charger plus rapidement, mais par contre, si on va cibler des serveurs qui se trouvent en Union européenne comme celui en France ou en Allemagne, ça sera mieux pour des questions d'RGPD, de protection des données, le fait que tout reste en France. Nous, on va choisir un serveur qui est basé en France et qui est sûrement à Strasbourg. On fait suivant et là, notre site WordPress va venir s'installer. Normalement, ça prend quelques secondes, peut-être 1 à 2 minutes. On n'a plus qu'à attendre que le tout se fasse. Et voilà, notre site WordPress s'est installé correctement. Ok, quand vous êtes ici, vous pouvez cliquer sur le bouton Go to Hostinger pour retourner sur l'interface de Hostinger. Ici, vous pourrez donc gérer vos sites web, vos domaines, vos adresses email, ainsi que tous vos systèmes de facturation. Là, pour l'instant, le domaine qu'on a acheté, il est en cours de connexion. Donc, ne vous inquiétez pas si ici, dans votre en-tête, c'est pas du tout le domaine que vous avez sélectionné. Moi, c'est Siena, Dinosaure, machin truc, alors que j'ai acheté Kezia-Nivel. La connexion de votre domaine à votre site peut prendre jusqu'à 24 heures et se fera automatiquement. Pendant la formation, peut-être que la connexion se fera, donc vous pourrez voir à quoi ça ressemble. Sinon, ne vous inquiétez pas, de votre côté, vous n'aurez pas forcément de grosses manipulations à faire. Donc on peut continuer comme ça. Sur Hostinger, pour vous présenter rapidement l'interface, pour ceux qui ont décidé de partir sur Hostinger, ici, vous aurez donc la liste de vos sites web. Là, dans mon cas, j'ai un site WordPress. Je peux cliquer ici pour me connecter, aller directement sur l'interface de connexion, ou sinon, ici sur tableau de bord, accéder au gestionnaire de fichiers, les fichiers de mon site WordPress, l'état de mon domaine, mon hébergement web, regarder mes sauvegardes, et là, on va aussi avoir la possibilité de créer des adresses email pro gratuitement. Et ici, je peux avoir d'autres informations. Là, je vais avoir d'autres informations sur la sécurité, sur des outils en lien avec l'IA, sur la dernière version de mon site WordPress. Je vous laisserai fouiller sur ce qu'il y a de disponible, mais vous avez quand même pas mal de choses de possibles sur votre hébergeur et tout est bien indiqué. Et vous avez aussi tout en bas à droite un petit chatbot si jamais vous souhaitez contacter le support. Et en haut à droite, vous avez une petite bulle d'aide. Et ici, sur tutoriel, vous avez accès à toute la documentation d'Hostinger. Pareil, ils ont une chaîne YouTube totalement en français, donc si jamais vous avez un problème, vous pourrez facilement trouver la solution. Et dans la liste des sites web, si on clique ici, j'ai aussi la possibilité de venir recréer autant de sites WordPress que je souhaite. Imaginons que j'ai envie de m'entraîner, j'ai pas envie de le faire sur mon domaine, je peux revenir à cette étape, cliquer sur le suivant, faire comme ce qu'on a fait tout à l'heure, et venir installer un nouveau site WordPress sur un domaine temporaire, afin de pouvoir m'exercer, faire tout ce que je veux, et connecter un domaine ou après le supprimer, totalement gratuitement. On retourne à WordPress. Donc, après l'installation de WordPress, vous avez atterri ici. Là, c'est l'interface d'administration de WordPress. Si jamais vous ne passez pas par Hostinger ou que vous n'arrivez pas ici, par exemple que vous arrivez sur la page d'accueil de votre site, je vais me déconnecter pour vous montrer, vous arrivez ici. Si jamais vous souhaitez accéder à l'interface de connexion de WordPress, vous pouvez rajouter après votre domaine .com ou .fr /wp-admin afin d'atterrir sur l'interface de connexion de votre site WordPress et là vous connecter avec les identifiants que vous avez créés au préalable. Sinon, via Hostinger, on peut le faire directement ici. Quand on arrive sur le tableau de bord de WordPress, si on est parti sur Hostinger, on va arriver sur ce premier onglet. Là, on ne va pas le regarder parce que c'est propre à Hostinger. Sinon, pour toutes les autres personnes qui installent un site WordPress, on va atterrir ici sur la page tableau de bord. Là, par défaut, on va pas avoir d'éléments très importants. À part les dernières nouveautés sur WordPress, quand on fait la première installation, on va pas y rester longtemps. Par la suite, on va pouvoir avoir des raccourcis, comme voir d'un coup d'œil combien de visiteurs sont venus récemment sur notre site, les dernières commandes qui ont été passées si jamais on a un module e-commerce ou autre. La section la plus importante,
que ce soit maintenant ou après, c'est juste en dessous. En dessous de accueil, donc on a tableau de bord, accueil, on a l'onglet mise à jour. Ici, on va cliquer dessus et là, vous allez avoir la liste de tous les éléments que vous devrez mettre à jour sur votre site WordPress. À savoir que WordPress, l'outil en lui-même, donc il est gratuit, il va devoir être mis à jour régulièrement. Par défaut, les mises à jour mineures, quand je dis mise à jour mineure, par exemple, si on passe de la version 6.7.2 à la 6.7.3, la mise à jour va se faire automatiquement. Si jamais c'est une grosse mise à jour, WordPress va vous envoyer au préalable un email en vous disant attention, on passe de la version 6 à la version 7, par exemple, la version 8 peut-être, et donc il va falloir mettre à jour votre site et au préalable faire une sauvegarde de ce dernier afin d'éviter des tracas. Pour la sauvegarde, je vous montrerai dans l'information comment le faire si jamais vous n'avez pas la possibilité de le faire directement au niveau de votre hébergeur web. Par exemple, Hostinger propose de le faire nativement. Ensuite, on va devoir mettre à jour ses extensions et ses thèmes. Ça, extensions et thèmes, on le verra par la suite, mais quand vous aurez un élément à mettre à jour, comme dans mon cas, on aura l'élément en question, on va pouvoir le sélectionner ou tout sélectionner et cliquer sur mettre à jour les thèmes, mettre à jour les extensions. Et des fois, vous aurez aussi besoin de mettre à jour vos traductions. Quand vous allez installer une extension, on le verra peut-être tout à l'heure, si jamais on a ce bug, vous pourrez avoir une extension qui arrive en anglais alors qu'elle est de base en français. Donc vous pourrez venir ici forcer les mises à jour des traductions des éléments que vous installez. Ça, c'est pour la partie mise à jour. Donc à chaque fois que vous aurez une mise à jour à faire, sauf si on a activé certaines mises à jour de façon automatique, vous devrez venir dans cet onglet. En dessous de tableau de bord, on va avoir l'onglet articles. Ici, vous allez pouvoir gérer les articles de blog si jamais vous créez une rubrique actualité, une rubrique blog, ressources sur votre site. On va pas le voir tout de suite, on aura l'occasion d'y revenir plus tard. Donc si jamais demain vous souhaitez créer une page blog sur votre site, vous pourrez venir le faire et aussi rajouter des articles ici. Les articles de blog seront différents des pages. Les articles, on va venir en créer de façon régulière, on va les mettre dans un encart blog, un peu pour vulgariser, et la partie page, juste en dessous, ce seront toutes les pages vitrines de votre site, les pages qui vont moins souvent bouger. Donc ici, on pourra venir gérer les articles, on va le voir après. L'onglet médias, là vous allez venir mettre tous les éléments visuels qui seront sur votre site. Les images, les vidéos, des PDF, des illustrations, vraiment vous pourrez tout mettre ici. Comment ça marche? C'est ultra simple. Vous cliquez sur le bouton ajouter un fichier média, on vient sélectionner un fichier depuis notre PC, je sélectionne par exemple cette image, elle est importée, j'ai plus rien à faire. Je peux cliquer dessus et voir mon image. Sur une image, il y a des éléments qui sont ultra importants. On va rapidement les voir. Tout d'abord, votre image, ce qu'il faut regarder avant même de l'importer, ou même quand vous l'avez importé, c'est la taille du fichier ainsi que les dimensions. La taille, on peut aussi l'appeler le poids. Votre image va peser. Là, mon image est assez légère. Une image, quand on a une bonne connexion sur un site web, il n'y a pas de problème. Par contre, quand on est sur un téléphone, on n'est pas souvent tout le temps sur une connexion Wi-Fi. Donc l'image peut prendre du temps à charger. Et quand une image prend du temps à charger, ça ralentit le temps de chargement de votre page, de votre site, et donc ça ne plaît ni à vos utilisateurs, ni à Google. Donc on évite d'avoir des images trop lourdes. Ce que je recommande en termes de poids sur une image, ici, c'est de ne pas dépasser les 200, voire grand maximum 250 kilooctets. Pourquoi? Parce que au-delà, on aura une image qui va prendre trop de temps à charger. Et pareil pour les dimensions, ici on a une image qui fait 1200 pixels de largeur. La dimension à ne surtout pas dépasser, c'est les 2500 pixels. Pourquoi 2500 pixels? C'est à peu près la largeur max qu'on va retrouver sur un écran de PC. Là, dans mon cas, j'ai un écran avec une très grande dimension, je suis sur un écran 4K, je vais avoir une résolution de 2500 par je sais plus combien. Mais à savoir, la majorité des personnes auront rarement un écran en 4K. Déjà, 50% de vos visiteurs vont venir sur votre site depuis leur téléphone, et sur téléphone, on est sur du 500 pixels. Et l'autre partie des personnes vont venir sur votre site web depuis un PC classique, où on est plutôt sur des dimensions autour des 1200 voire 1900 pixels de largeur. Au niveau des dimensions, j'ai dit que le maximum c'est du 2500 pixels. Tout à l'heure, je vous montrerai comment optimiser le poids et les dimensions. Là, 2500 pixels, c'est dans le cas, ou 1920, c'est dans le cas où votre image va prendre toute la largeur de l'écran. Si jamais vous avez une grande bannière qui prend toute la largeur du site, donc là, il faut éviter de dépasser cette largeur, et pareil, là c'est plutôt largeur minimum. On va éviter d'avoir une image qui est en dessous des 1920 pixels pour éviter d'avoir une image floue. Par contre, pour la plupart des images sur votre site, elles prendront jamais toute la taille de l'écran. On sera plutôt sur des images qui vont prendre la moitié de la taille, donc on va plutôt être sur des largeurs autour des 1900 pixels. Et là, si jamais c'est des images qui prennent un tiers de l'écran, on va venir diviser par 3 la largeur max. Donc on peut être entre 600 et voire 900 et quelques, au grand maximum. L'idée, c'est de ne pas avoir des images surdimensionnées, parce que mon image qui fait 2500 pixels,
Si je la mets sur un petit encart de blog, elle va être lourde pour rien. Souvent, quand on va sur des librairies d'images, je prends l'exemple de Freepik. Freepik, c'est une librairie que je peux vous recommander pour trouver des images gratuites pour votre site. Je vais prendre par exemple cette image. Je viens la télécharger, je me retrouve avec une image qui est ultra lourde. Pour venir la compresser ainsi que la redimensionner, je vais aller sur le site I Love IMG. I Love IMG, c'est vraiment le site de référence pour venir optimiser vos images. C'est totalement gratuit. Comment ça fonctionne? Je vais vous montrer. Vous allez dessus, vous pouvez aller dans un premier temps sur redimensionner l'image. On va déjà optimiser sa taille. Je prends mon image, je la glisse, sinon je la recherche depuis mon PC. Et là, j'ai une image qui fait 6500 pixels de largeur. C'est assez élevé pour mon image. Donc dans mon cas, allez, on va dire qu'elle sera assez grande sur mon site, qu'elle va prendre peut-être la moitié de l'écran. On va la mettre à 1000 pixels. Comme ça, même sur un écran 4K, il n'y a pas de problème. 1000 pixels de largeur, la hauteur s'adapte. On fait redimensionner, on la télécharge. Et on va dans compresser et on vient compresser notre image. Là, je pars du principe que mon image est déjà en JPEG. JPEG, c'est le format classique des images. Le format PNG, c'est si jamais on souhaite utiliser une image avec un fond transparent. Mais si vous avez un autre format, par exemple une photo que vous avez prise avec votre téléphone, vous serez pas souvent en JPEG. Peut-être du H.Eik ou d'autres formats bizarres avec qu'on a sur iOS ou autre. Donc pensez bien à convertir vos images en JPEG au préalable. Vous pouvez aussi le faire sur I Love IMG. Là, mon image, on fait compresser, ça compresse sans perdre en qualité. Et là, j'avais une image qui pesait tout à l'heure 10 mégaoctets, soit 10 000 kilooctets. Et là, elle en fait plus que 500. Et si je viens sur WordPress, que je la glisse, je peux aussi la glisser comme ça, j'ai mon image qui se retrouve ici. Elle est toujours aussi nette. Bon, là, je suis sur un écran 4K, donc elle est un peu floue, mais sur mon site, elle ne sera jamais aussi grande. Elle sera beaucoup plus petite. Donc là, mon image, 50 kilooctets et 1000 pixels de largeur. Donc là, j'ai une image qui est bien optimisée, qui va me permettre de ne pas avoir une page qui prend trop de temps à charger. L'autre chose importante que vous allez devoir mettre sur l'image, c'est le texte alternatif. Ici, le texte alternatif, c'est une courte description de votre image qui va servir à deux choses. Dans un premier temps, elle va servir aux malvoyants qui utilisent des logiciels de lecture d'écran afin de pouvoir comprendre l'image et de décrire cette image à haute voix. Et ça va aussi servir à Google. Google, il ne sait pas encore lire les images, même si peut-être d'ici quelques années, ça sera le cas avec l'IA, mais aujourd'hui, il doit se fier au texte alternatif pour comprendre l'image. Donc, si sur votre site web, vous avez du texte, il va le comprendre, mais l'image, s'il n'y a pas de texte alternatif, il aura du mal à comprendre quel est le sens de l'image, qu'est-ce qu'il y a derrière et qu'est-ce que j'en fais. Alors que là, il pourra savoir, ok, c'est une femme au téléphone avec un café dans la main devant un PC. L'objectif, c'est de décrire l'image, mais pas forcément dans les moindres détails. Aller à l'essentiel pour qu'une personne tout bêtement aveugle puisse comprendre le sens de l'image. Si vous souhaitez aller plus vite, vous pouvez utiliser ChatGPT, vous lui donnez l'image et vous lui dites, rédige-moi une méta-description optimisée pour cette image. Donc, il va le faire pour vous et vous aurez juste à remplir le texte. Ensuite, le reste des informations, c'est pas ultra important. Là, on essaie vraiment d'aller à l'essentiel. Donc là, j'ai mis mon image et je pourrai plus tard, si je le souhaite, l'intégrer sur les pages de mon site. En dessous de médias, on a l'onglet pages. Ici, les pages, on y reviendra après. On va venir les créer avec une extension qui s'appelle Elementor. En dessous, vous avez l'onglet commentaires. Ici, l'onglet commentaires, c'est pas l'encart le plus pertinent, à part si vous activez les commentaires sur votre site web. Mais nous, en tout cas moi, je préfère les désactiver. Souvent, si on a une partie blog, la partie commentaires, à part si vraiment notre site web est orienté sur du blogging, là on peut l'activer, mais sinon, pour tout autre site web, on n'a pas à l'activer. Tout simplement. Mais en tout cas, ici, vous pourrez venir gérer et administrer les commentaires qui seront laissés sur vos pages, surtout sur vos articles. En dessous de commentaires, on a l'onglet apparence. L'onglet apparence est très important parce qu'on va y retrouver notre thème. Sur WordPress, un thème, qu'est-ce que c'est? Un thème sur WordPress, c'est les fondations, les fondamentaux de votre site web. Voyez ça comme une voiture. La voiture, vous allez avoir le châssis qui va vous permettre d'aligner vos roues, de mettre votre moteur et de faire en sorte que tout le reste fonctionne bien. Donc ça, c'est le thème. Votre thème va vous permettre d'arranger votre en-tête, votre pied de page, de construire votre partie blog, votre partie commerce. Il va un peu amener pas mal d'aspects techniques. Vous allez pouvoir gérer vos typographies, la largeur de vos pages, etc. Par contre, tout le design ne va pas être géré par votre thème. Le design, on va venir le faire par nous-mêmes, soit via des templates, des modèles de pages ou des modèles de sites, soit via nos propres mains en le faisant page par page, section par section. Donc un thème, il ne faut pas le choisir en fonction de votre thématique. Ne partez pas sur un thème spécialisé avocat, notaire, médecin, restaurateur. On va partir sur un thème généraliste et par la suite, je vous montrerai comment créer des pages beaucoup plus rapidement. On utilisera des templates, des modèles de pages prêts à l'emploi et là, vous pourrez choisir un template
pour un avocat, un médecin, pour un bureau, pour un restaurateur, vraiment tout ce que vous souhaitez, on pourra le voir pendant cette formation. Ou sinon, tout faire à la main. Pour le thème, on va choisir un thème généraliste. Le thème généraliste par excellence, le plus populaire et celui que je peux vous recommander, c'est le thème Astra. Pourquoi? Parce que Astra va vous permettre à la fois de faire une landing page, un site vitrine, un blog, un site e-commerce, vraiment tout ce que vous souhaitez, vous pourrez le faire avec Astra et de la façon la plus simple possible. Donc on clique sur le bouton installer, puis on va venir l'activer. Après, vous avez tout un tas d'autres thèmes, vous avez la possibilité d'aller regarder qu'est-ce que vous pouvez faire avec, mais si vous ne voulez pas vous prendre la tête, partez sur Astra. Ça fait plusieurs années que je recommande Astra. Avant, je partais plutôt sur le thème Hello Elementor. Lui, il est bien si on part sur, vous le verrez après, l'extension Elementor en version pro. Parce que en version gratuite, vous aurez du mal à designer des pages produits, des pages articles de blog, sans rajouter des modules complémentaires qui alourdissent votre site. Hello Elementor, ça peut être top si c'est juste un site vitrine, sans partie blog, sans partie e-commerce. Si vous ne voulez, par exemple, juste faire une landing page, vous pouvez le faire avec Hello Elementor. Mais vous pouvez aussi le faire très bien avec Astra. Donc nous, on part sur Astra. Une fois qu'il est installé, on va venir activer notre thème Astra. À savoir que sur un site WordPress, vous pouvez installer autant de thèmes que vous le souhaitez. Par contre, vous ne pouvez avoir qu'un thème actif à la fois. Donc autant supprimer les autres. On va le faire tout de suite. Je vais venir cliquer sur mon thème et cliquer sur le bouton supprimer afin de gagner de la place. Bon, même si un thème désactivé, c'est pas ce qui pèse le plus lourd, mais au moins, ça sera des éléments que je n'aurai pas besoin de mettre à jour. On supprime et on garde uniquement Astra. Et là, le pop-up, on peut venir le fermer. Nickel. On a notre thème, on va venir tout à l'heure créer nos pages. Donc pour l'instant, on ne clique pas sur personnaliser, menu, etc. En dessous de thème, on va voir les extensions. Les extensions, ce sont des modules complémentaires qui vont vous apporter différentes choses à votre site WordPress, comme la possibilité de créer un formulaire de contact, plus facilement construire vos pages. Vous pourrez avec des extensions ou en anglais plugins, rajouter des systèmes pour sécuriser votre site, améliorer la vitesse de chargement et tout un tas d'autres choses. Vraiment, les thèmes vont venir compléter votre site. Si je reprends l'exemple d'une voiture, les extensions vont vraiment compléter votre site. Donc si je reprends l'exemple de la voiture, notre thème c'est le châssis, la base de la voiture. Les templates et les pages qu'on va venir créer, ça va être la carrosserie, ce qui va donc englober notre thème. Et si jamais on souhaite rajouter des fonctionnalités supplémentaires comme un toit ouvrant, des jantes chromées, un turbo pour compresser l'air au niveau du moteur, on peut rajouter des extensions pour améliorer notre site. Bon, on n'a pas rajouté un turbo sur notre site web, mais on aura des extensions qui vont faire accélérer sa vitesse de chargement et on aura le temps de le voir. Ici, j'arrive sur la liste de toutes les extensions qui sont déjà installées. Dans mon cas, pour ne pas m'embêter par la suite, si jamais votre hébergement web vous en a déjà installé, on peut venir les désactiver comme ça, on s'embête pas, on n'a pas d'éléments en plus que ce qui est présent de base sur WordPress. Mais on pourra venir tout à l'heure les réactiver. À savoir que pour ceux qui sont chez Hostinger, Hostinger Easy Onboarding et Hostinger Tool, en vrai vous pouvez les laisser activer. Moi, j'ai les activés par simplicité et Lightspeed Cache, on ira les réactiver tout à l'heure et j'aurai l'occasion de vous la présenter, donc je peux même la supprimer, comme ça on ira l'installer ensemble tout à l'heure. À savoir qu'une extension ici, quand elle est en blanc, elle est désactivée, donc elle n'est pas effective sur mon site. Si je clique sur activer, là elle est effective, j'ai donc un liseré bleu. Si je fais des modifications dessus et que je ne souhaite plus l'utiliser, je peux simplement la désactiver temporairement et là en la désactivant, tout ce que j'ai fait dessus est sauvegardé, donc si je la réactive, je vais retrouver mes modifications. Par contre, si je clique sur supprimer, là je perds tout. Donc vous pouvez désactiver vos extensions temporairement pour en tester différentes si jamais vous ne souhaitez pas en avoir trop d'un coup. Mais après, une fois que vous en avez plus besoin, là vous pouvez les supprimer pour ne pas avoir des extensions qui traînent et qui vous forcent à faire des mises à jour pour rien. Nous, on va venir installer déjà une première extension qui va nous servir à créer nos pages. Pour installer une extension, on clique sur le bouton ajouter une extension. Là, on va voir toutes les extensions disponibles sur WordPress. Moi, je vais cliquer sur l'onglet populaire pour retrouver celles qui vont m'intéresser et aussi celles que je vais utiliser pendant cette formation. Sur WordPress, on a plus de 54 000 extensions gratuites. On va pas toutes les regarder parce qu'on a vraiment à boire et à manger. Nous, on va partir sur l'extension Elementor qui est actuellement la plus populaire. On a plus de 10 millions de sites qui l'ont installée et qui l'utilisent actuellement. Elementor, c'est une extension qui va nous permettre de créer plus facilement, de construire plus rapidement les pages de notre site web. Parce qu'il faut savoir que sur WordPress, on a déjà un constructeur de pages qui est présent par défaut, mais il ne nous permet pas de faire tout ce qu'on souhaite. On peut créer des pages basiques, mais si on souhaite aller plus loin, c'est vite complexe.
Alors qu'Elementor, vous pouvez créer des sites ultra basiques comme des sites beaucoup plus compliqués. Et il existe aussi une version pro, mais qu'on ne va pas utiliser dans cette formation, car quand vous débutez, vous n'en avez pas forcément l'utilité. Donc, pour installer Elementor, on clique sur le bouton Installer maintenant et ensuite on va venir l'activer en cliquant sur le bouton Activer. Dans mon cas, ça ne me l'a pas fait, ça le fait une fois sur deux, mais quand vous installez Elementor pour la première fois sur votre site WordPress, vous aurez des fois un pop-up qui va s'afficher en vous disant bienvenue sur Elementor, créez-vous un compte, etc. Ce pop-up, vous pouvez le fermer en cliquant sur la croix qui va se trouver souvent en haut à droite. Et donc, vous allez vous retrouver ici avec donc l'extension Elementor qui est installée, activée. Dans notre barre latérale, on retrouve donc deux nouveaux onglets, l'onglet Elementor, l'onglet Modèle et aussi l'onglet Astra du thème Astra qu'on a installé tout à l'heure. Pour finir avec la présentation du tableau de bord de WordPress, en dessous d'extension, on a compte. Là, vous allez pouvoir gérer, administrer tous les comptes présents sur votre site WordPress, à savoir que là, c'est le compte que j'ai créé tout à l'heure, le compte administrateur. Si je souhaite rajouter d'autres comptes pour qu'ils aient accès à mon site WordPress, je vais cliquer sur le bouton Ajouter un compte. Ici, je vais venir créer des identifiants, rajouter une adresse email, donner un rôle à l'utilisateur. Le rôle admin, c'est le rôle avec tous les droits. Éditeur, il peut tout faire sauf créer des comptes, supprimer des extensions. Auteur, il peut simplement rédiger du texte sur les pages et les articles. Contributeur, il peut pas faire grand chose à part peut-être laisser des descriptions et des commentaires. Donc si jamais une personne doit toucher aux pages, mettez-la en tant qu'éditeur ou admin. Et vous pouvez laisser cette case cochée afin qu'elle reçoive un email dès la création du compte pour pouvoir se connecter et aussi générer son propre mot de passe. Sinon, vous pouvez venir décocher cette case et venir configurer ce mot de passe juste là. Et ensuite, on fait ajouter un compte. Et là, le compte a été rajouté. J'ai reçu un email me disant que telle personne vous a créé un site sur tel site WordPress. Faites ça pour vous connecter. Ensuite, dans l'onglet outils, quand on va venir créer notre premier site, on n'aura pas beaucoup de choses ici, mais vous aurez notamment des outils pour pouvoir importer ou exporter des données d'un site WordPress vers un autre. Imaginons que vous avez déjà un site WordPress avec 200, 300 articles de blog ou plusieurs pages. Vous pouvez aller sur l'onglet exporter, choisir qu'est-ce que vous souhaitez exporter, les télécharger, venir sur votre autre site WordPress et importer ces articles ou ces pages. Ça peut être pratique si jamais vous souhaitez faire une refonte d'un site. En tout cas, c'est par là que je passe quand moi je fais une refonte d'un site WordPress. Ça marche bien de WordPress à WordPress. Par contre, de Wix à WordPress, de Shopify à WordPress, là c'est beaucoup plus complexe parce que les autres CMS, les autres outils pour créer des sites web ne veulent pas que vous partiez. Vous pouvez très bien faire WordPress autre part, mais autre part à WordPress, c'est un peu embêtant, même si c'est pas impossible. Et enfin, vous avez l'onglet Réglages. Ici, dans l'onglet Réglages, dans l'encart général, on n'aura pas grand chose à faire pour l'instant. Vous pourrez changer le titre du site, rajouter un icône à votre site, changer l'adresse email administrateur, la langue, le fuseau horaire, ainsi de suite. La langue ici, ça va être la langue du tableau de bord. Ce ne sera pas la langue si jamais vous souhaitez traduire votre site en plusieurs langues. Pour ce faire, vous aurez des extensions pour activer, pour avoir une version anglais et une version française de votre site. L'onglet qui va être intéressant pour la création du site, c'est l'onglet lecture. Ici, vous pourrez venir cocher cette case afin de demander au moteur de recherche de ne pas indexer ce site. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, tant qu'on crée le site web, on n'a pas envie d'apparaître dans les résultats de Google ou de d'autres moteurs de recherche. Donc, on va venir cocher cette case le temps qu'on finisse de créer le site. Une fois qu'il sera terminé, on pourra décocher la case pour rendre notre site public et que d'autres personnes puissent tomber dessus. Mais en tout cas, à l'instant T, on n'a pas envie que les gens puissent le trouver. Donc, on coche la case et on fait enregistrer. Voilà, on a un peu fait le tour rapide de tout ce qui était disponible sur le tableau de bord de WordPress. Là, ce qu'on va faire maintenant, on va commencer à créer notre première page et je vais vous montrer à quoi ressemble le constructeur de page Elementor. Ok, alors maintenant on va venir commencer à créer nos premières pages. On va donc sur l'onglet page et on va cliquer sur le bouton ajouter une page. On peut fermer le pop-up et là on va donner un titre à notre page. Hop, accueil. Pour la création de la page, on ne va pas le faire ici. Ici, c'est l'éditeur classique de WordPress, l'éditeur de blog ou Gutenberg. Nous, on a installé l'éditeur Elementor, donc on va passer par lui pour le faire. Donc pour basculer de ça à Elementor, à chaque fois que vous créez une nouvelle page, vous allez venir cliquer sur le bouton modifier avec Elementor. Là, dans cette mini-formation, vu qu'on essaie d'aller à l'essentiel, je ne vous ai pas montré comment réfléchir au préalable à la structure de votre site, réfléchir et se poser les bonnes questions avant de mettre les mains sur WordPress. Donc si jamais vous souhaitez bien préparer en amont votre site web, réfléchir aux questions à se poser, les choses à faire, à ne pas faire et comment tout bien préparer, tout ça, j'en parle dans ma formation. Et si jamais cette formation vous intéresse, en dessous de la vidéo, vous pourrez télécharger le programme de cette dernière. Ok, donc une fois qu'on est ici, on ferme le pop-up et
Non, hop, ça, on va le remettre ici. Et c'est ici qu'on va venir créer notre site. Là, sur la gauche, on va voir différents widgets qu'on va venir glisser et déposer pour créer notre page. En haut, différents outils et à droite, une petite fenêtre qui va nous aider à mieux nous retrouver dans notre structure. Cette fenêtre, on peut la glisser, la fermer ou la mettre sur le côté comme ceci. Pour l'instant, moi, je vais m'en séparer. Donc, comment ça marche? Ici, je peux cliquer sur le bouton plus. Je vais avoir deux mises en page. La première mise en page, c'est celle qu'on va prendre, la mise en page Flexbox. La différence, c'est que là, on va pouvoir créer des sections, donc des blocs avec plusieurs colonnes de tailles différentes, alors que le format grille, on va avoir une grille d'éléments. Donc on peut avoir 6 colonnes qui feront tout le temps la même taille, 6 colonnes, 6 lignes de taille identique. Alors que là, avec le Flexbox, on pourra faire plus de choses. Donc nous, on part sur le Flexbox et on peut choisir la structure. Donc nous, on va partir sur une structure assez basique avec 2 colonnes. Ici sur la gauche, je vais avoir des réglages concernant mon conteneur. Le conteneur, c'est ce qu'ils appellent, c'est tout notre encart. L'encart rose qu'on a là, et aussi nos colonnes, ce sont des conteneurs. Vous voyez ça un peu comme des blocs imbriqués. Là, si j'ouvre mon outil de structure, je vois que j'ai un container. Si je l'ouvre à l'intérieur, j'en ai 2 qui vont venir faire mes colonnes. Sur la gauche, je peux venir changer la largeur de ma colonne principale. En moyenne, sur un site web, on sera sur PC sur du 1300 ou du 1400 pixels de largeur. Après, vous pouvez l'adapter comme vous le souhaitez. Ici, je peux venir changer la hauteur minimum de ma section, parce que par défaut, la hauteur va s'adapter en fonction du contenu qu'on va mettre dedans. Donc là, pour l'instant, on a 0 contenu, donc elle est assez basique. Et ensuite, je pourrais venir ici changer la direction de mes éléments, tout centré de façon verticale, horizontale, ou aussi gérer l'écart entre mes containers. Bon, pour l'instant, c'est vide, donc on voit pas trop à quoi ça ressemble. On y reviendra tout à l'heure. Maintenant, j'ai envie de rajouter des images, des titres et du texte. Pour ce faire, je vais cliquer sur le bouton plus tout en haut à gauche et venir glisser un titre. Donc là, je clique, j'attrape avec ma souris et je glisse au niveau des pointillés. Et là, je relâche. Faites bien attention, si jamais vous prenez le titre et que vous le lâchez n'importe où, ça ne va pas marcher. Donc le titre, je le prends et je le glisse. Je peux venir ici, changer le texte qui est présent dans mon titre de mon site web. En dessous, venir rajouter un lien cliquable. Et ici, venir changer la balise HTML, la balise de mon titre. Ensuite, dans mon onglet style, je peux venir changer l'alignement de mon titre, la lignée de gauche à droite. Vraiment, là, je vais avoir tous les paramètres que je peux retrouver sur un éditeur de texte classique. Je peux aller dans typographie. Dans typographie, ici, je peux venir changer la typo de mon titre. Là, j'ai un tas de typographies, j'ai vraiment de quoi faire. À savoir que toutes les typographies qui sont ici, vous pouvez les retrouver sur le site Google Font. Google Font, c'est le site officiel de Google qui regroupe plus de 1700 typographies, les mêmes que vous allez retrouver sur WordPress et Elementor. Ce sont des typographies totalement gratuites que vous pourrez utiliser sans problème. À savoir que si jamais vous souhaitez utiliser une typographie de Canva, par exemple, vous pouvez ici la rechercher, mais souvent vous n'allez pas la trouver parce que sur Canva, on ne va pas retrouver les mêmes typographies gratuites sur Elementor. Si vous avez de la chance, vous pourrez la télécharger, par exemple, vous tapez le nom de la typo sur Google. Prends l'exemple la typographie Bosca, plus loin, font, comme ça je peux venir télécharger les dossiers de la typographie et après sur Elementor et WordPress je pourrais les importer manuellement. Mais le plus simple c'est de prendre des typographies de Google. Donc je change la typo, là je peux changer la taille de ma typo, dans Graisse c'est l'épaisseur, donc je peux venir diminuer ou augmenter l'épaisseur de ma typo, passer mon titre en minuscule, en majuscule, en capitalisé, désolé. Je peux changer le style, mettre italique, oblique, vraiment tout ce que je souhaite, je peux le faire ici. Je peux aussi le surligner, le souligner. Vraiment tout ce que j'ai sur un éditeur de texte classique, je peux le faire jusqu'à l'interlignage, l'interlettrage ou l'espace entre les mots. Ici, sur Elementor, quand je modifie une typographie, souvent cette typographie, en tout cas ce style, je vais le réutiliser à d'autres endroits. Donc pour éviter de m'embêter à chaque fois que je rajoute un titre, à reprendre la même taille, reprendre la même typo, etc., je ne vais pas m'embêter, je peux venir enregistrer ma typographie en cliquant ici sur le bouton plus, et donc je peux l'appeler titre 1. Je clique sur créer et maintenant, quand je vais venir rajouter un nouveau titre, je vais aller dans style et au lieu de chercher à la main la typographie, tout le style, je vais cliquer sur le petit globe juste là, personnaliser et choisir la typographie que j'ai enregistrée. Comme ça, j'ai exactement la même typographie et si je souhaite la modifier, je clique sur la roue crantée juste là
je peux venir là, la modifier, changer la typographie, enregistrer, retourner à l'éditeur, et là, tous les endroits où j'ai mis ma typographie titre 1, les modifications se sont effectuées. Comme ça m'évite de tout rechanger à la main si jamais je décide de changer de typographie. Et c'est pareil pour les couleurs. Tout en bas, je peux venir changer la couleur de mon titre. Là, je peux le faire avec la roue chromatique, ou sinon, rentrer là mon code couleur. Imaginons que je décide de partir sur ce rose. Je peux venir enregistrer mon rose, créer une couleur globale, et venir l'attribuer à n'importe quel autre élément. Hop, ici, mon rose. Ça me permet, comme mon titre, si jamais je change la couleur, de le changer partout où c'est possible, partout où ça a été enregistré. Si je souhaite par exemple copier le style de ce titre pour l'appliquer à un autre, je peux faire clic droit, copier, et clic droit sur mon autre élément, coller le style, si jamais ce sont les mêmes types de widgets. J'ai aussi avec le clic droit la possibilité de faire copier, coller, dupliquer ou même effacer un élément. Et aussi, je peux venir réinitialiser le style afin de remettre par défaut le style de mon titre. Si jamais je fais une erreur sur WordPress, là, hop, j'efface, je ne sais pas comment retourner en arrière, je peux faire CTRL-Z sur Windows ou Command-Z sur Mac afin de revenir en arrière. Par contre, ça peut arriver, le CTRL-Z ne fonctionne pas, on doit revenir trop en arrière. Vous avez un historique de toutes les modifications sur Elementor. Pour y accéder, vous pouvez cliquer sur l'icône d'Elementor tout en haut à gauche et là, cliquer sur historique afin de revenir à chacune des précédentes étapes. Et enfin, choisir, cliquer et revenir à vos modifications. Pareil, imaginons que vous sauvegardez vos modifications en cliquant sur le bouton publier. Donc là, ça publie la page, ça sauvegarde ce que vous avez fait et les personnes qui ont accès à votre site peuvent le regarder. Imaginons que vous publiez, vous fermez la page, vous partez, vous revenez quelques jours plus tard et vous vous rendez compte que vous avez fait une erreur. Pareil, historique, ça ne sera pas dans action, mais là dans révision, vous aurez donc chaque enregistrement que vous avez pu faire au préalable et donc revenir en arrière, cliquer sur appliquer et là reprendre tout simplement vos modifications. Donc dans les autres widgets, on a vu les titres pour les titres. Pour ajouter du texte, on part sur l'éditeur de texte, on le rajoute comme ceci. Et là, on vient taper notre texte et dans style, on peut venir, comme pour le titre, changer le style, la couleur, l'alignement, ainsi que les éléments de typo. Quand vous venez copier du texte ici, faites très bien attention. Attention à quoi? Imaginons que là, je vais sur Canva, je récupère ce texte, je fais un vulgaire copier-coller, je le colle ici. Là, ça fonctionne, mais mon exemple n'était pas forcément le bon. On va aller sur, je prends l'exemple de mon site, je prends le texte comme ceci, je fais copier en me disant que je récupère que le texte, et quand je vais là, je fais coller, j'ai tout qui se ramène, j'ai des images, j'ai du texte ici avec une couleur que j'ai pas forcément envie d'avoir, et même si je vais là, je supprime les images, hop, l'une après l'autre, comme ceci. Là, les boutons, je les supprime vulgairement et que maintenant, je souhaite changer le style de mon titre, de mon texte. Là, je vais dans style, je vais dans couleur et bizarre, ça ne fonctionne pas. Pourquoi le rouge ne s'applique pas? Pourquoi la taille ne change pas? Ça change, mais pas partout. Parce que dans contenu, dans l'onglet contenu, ici, j'ai du texte et quand je vais sur l'onglet texte, je n'ai pas que du texte, j'ai du code HTML, du CSS, tout un tas de choses que je ne veux pas. Donc, pour éviter ça, le texte, on va venir le copier. On ne va pas le coller dans visuel, on va le coller dans texte afin de réinitialiser un maximum de choses. Hop, là, je l'ai bien collé. Et donc là, je peux venir changer la couleur, la typo, sans aucun souci. C'est très important parce que quand on démarre, ça peut arriver qu'on est perdu. On se dit, mais pourquoi j'arrive pas à changer le texte? Pourtant, le texte est bien là, qu'est-ce qui se passe? Donc, pour éviter ça, on vient coller le texte dans l'onglet texte, pas dans visuel, afin d'être sûr que le texte arrive sans rien en plus, sans aucun passager mystère. Ça se dit pas cette expression. Bon, pas grave. Ensuite, on peut venir rajouter un bouton avec le widget bouton. Je peux venir changer le texte du bouton ici. En dessous, mettre un lien à mon bouton. Ça veut dire que quand on va cliquer sur le bouton, on sera redirigé sur une autre page. Concernant les liens, vous avez deux possibilités. Soit c'est un lien externe au site, donc là, je vais sur un autre site web, je prends l'URL, je retourne sur Elementor, je colle l'URL ici. Sinon, si c'est une page qui existe sur mon site, je sais que j'ai une page qui s'appelle privacy quelque chose. Non, j'ai pas le nom de la page, mais imaginons que, on le reverra tout à l'heure quand j'aurai d'autres pages, imaginons que j'ai une page qui s'appelle Contact qui existe, je peux tout simplement ici taper le nom de la page et j'aurai le lien qui me sera proposé juste en dessous. Comme ça m'évite d'aller récupérer le lien de ma propre page. Donc on tape le titre de la page et on peut l'insérer plus facilement et rapidement. Et après dans style, je peux changer le style de mon bouton, changer la couleur à l'état normal et la couleur au survol.
la couleur que mon bouton aura quand je vais venir passer la souris dessus. En dessous, je peux venir modifier la bordure. Si je souhaite mettre une bordure à mon bouton, je peux cliquer sur bordure solide. Ici, à épaissir la largeur de ma bordure, y mettre une couleur. Et dans rayon de bordure, c'est un paramètre qui me sert à arrondir les bords de mon bouton. Et pour finir, marge interne, ici j'ai la possibilité d'agrandir l'espace à l'intérieur de mon bouton. Par défaut, les valeurs sont liées. Si je clique sur le bouton juste là, je peux venir délier les valeurs. Et donc appliquer une marge interne, donc une marge à l'intérieur de mon élément, comme je le souhaite. Et c'est pareil pour les bordures, pour l'arrondi, etc. Ensuite, j'ai le widget espaceur qui, comme son nom l'indique, me permet de rajouter de l'espace. Personnellement, ce widget, on ne va pas l'utiliser. On va venir rajouter de l'espace entre les éléments d'une autre façon. On le verra juste après. Donc, sauf si vous souhaitez l'utiliser, le widget espaceur, vous avez la possibilité de venir ajouter de l'espace comme ceci. À part ça, il ne sert absolument à rien. Ensuite, ici, vous avez l'onglet icône qui vous permet de rajouter un icône sur votre site WordPress. En cliquant ici, vous avez tout un tas d'icônes qui existent. Vous pouvez venir en sélectionner un, cliquer sur insérer et dans style, changer le style de votre icône. Là, honnêtement, les icônes, c'est pas les icônes les plus beaux que vous pouvez avoir. Vous pouvez aussi en importer si vous le souhaitez. Donc là, on clique sur téléverser un SVG, activer et je peux aller sur par exemple ce site, icône magique, et chercher un icône. Moi, par exemple, je sais qu'il y a une librairie d'icônes que j'aime bien qui s'appelle Lucide, avec des icônes un peu arrondies comme ça, plutôt sympa. Je peux venir prendre cette icône, le télécharger en SVG, retourner sur mon site WordPress, importer mon SVG, l'insérer, et donc là, ça me permet d'avoir une icône originale, et pareil, je peux venir changer la couleur de mon icône, sans souci. Pour le changement de couleur, ça ne marche pas avec tous les icônes. Je sais que ma galerie Lucide ici, ça fonctionne très bien, mais avec d'autres icônes sur Icône Magique ou même sur d'autres sites, ça peut être un peu plus complexe. En tout cas, là, avec cette icône, ça fonctionne. Ensuite, bon, là, les icônes, c'est bien, mais on préfère plutôt importer des images sur notre site. Donc, je vais dans Images, je clique, je la mets sur la droite, et là, je peux venir importer une image depuis ma médiathèque, que j'ai au préalable mis dans ma médiathèque, ou sinon, je peux venir en téléverser une. Je peux en prendre une de mon PC, cliquer sur Ouvrir, la sélectionner, et l'importer. Bon, j'ai plutôt préféré mettre une plus grande image, comme ceci. Et ensuite, mon image, dans Style, je peux venir changer la largeur de l'image. Je peux changer la largeur en pourcentage ou en pixels. Donc en pixels, ça va être une largeur fixe. Donc si j'ai 5 images, elles pourront toutes faire 400 pixels de largeur. Par contre, en pourcentage, ça sera en pourcentage par rapport à la taille max de l'image ou à la taille qu'elle a à sa disposition. Donc vous pouvez faire comme vous le souhaitez. Donc la largeur, la hauteur, ici je peux venir changer la hauteur de mon image. Imaginons je veux une image beaucoup plus grande, je peux faire ça. Et pour éviter qu'elle soit déformée, je peux aller sur le paramètre adaptation de l'objet et cliquer sur couverture afin que mon image couvre l'intégralité ici de l'espace qu'elle a. Je peux ensuite venir rajouter une bordure à mon image ou arrondir les bords de mon image avec le paramètre rayon de bordure. Si jamais je ne souhaite pas forcément mettre une image mais plutôt une vidéo, j'ai le widget vidéo que je peux venir glisser comme ceci. Et là, je peux venir afficher une vidéo depuis YouTube, Vimeo, Dailymotion ou une vidéo que j'aurais au préalable importée dans ma médiathèque. Idéalement, moi ce que je vous recommande pour avoir un site qui charge rapidement et aussi ne pas vous prendre la tête, mettez directement vos vidéos sur YouTube. Vous les mettez en ligne sur YouTube, vous pouvez les mettre en privé ou en non répertorié si vous le souhaitez. Et après, tout simplement, vous mettez le widget vidéo sur Elementor, vous allez sur YouTube, vous choisissez une vidéo qui vous intéresse, on va prendre celle-ci, une de mes vidéos, on récupère le lien de la vidéo, on retourne ici sur Elementor et on vient coller l'URL de la vidéo. Et là donc là j'ai ma tête qui s'affiche, mais vous aurez donc votre vidéo et le lecteur YouTube pour pouvoir la lancer. Et après, là, vous avez plein d'autres paramètres pour afficher certains éléments, faire en sorte que la vidéo se lise en boucle, en muet, se lise automatiquement ou autre.
Ça marche aussi bien avec des vidéos verticales comme des vidéos portraits ou d'autres formats que vous pouvez venir modifier dans Style. Ensuite, pour finir avec les widgets basiques, on a le widget séparateur qui permet de rajouter une ligne comme ça afin de séparer différents éléments. Ça peut être sympa mais à utiliser avec parcimonie pour pas que ça soit trop chargé. Et enfin, le widget Google Maps qui vous permet de rajouter une carte Google sur votre page. Donc là, on a une carte Google. À gauche, je peux venir indiquer une adresse, par exemple 15 rue de la rue. Il y a un 15 rue de la rue, ok, je ne savais pas, mais on a cette adresse. Donc là, vous pouvez venir mettre une adresse directement ou sinon le nom de votre établissement si jamais vous avez une fiche Google. Par exemple, moi, je mets Palm Square et là, ça pointe sur l'adresse de ma société ainsi que la fiche Google avec là les avis. Comme ça, une personne peut cliquer dessus, avoir la fiche qui apparaît et même lire les différents avis, si elle le souhaite. Après, si vous souhaitez, toujours dans la partie avis Google, rajouter les avis qui s'affichent sur votre site, directement connectés avec Google, il y a des extensions WordPress pour le faire. Ok, voilà pour les widgets basiques. On a fait le tour des éléments que vous allez le plus souvent utiliser. Si on descend un peu plus bas, on va avoir des widgets en version pro, mais à part si vous avez la version pro d'Elementor, vous n'aurez pas besoin d'y aller. Et là, vous allez avoir d'autres widgets, des widgets pour faire des systèmes d'accordéon, des widgets d'onglets, des carousels d'images, des galeries, des encarts témoignages, des barres de progression, des icônes pour vos réseaux sociaux, des listes d'icônes, vraiment. Vous avez pas mal de choses disponibles ici. Je les aborde tous dans ma formation, mais là, dans notre cas, on ne va pas passer des heures à tout regarder. Je vous laisserai de votre côté regarder ce qui est possible de faire si besoin. Mais nous, on va rester simplement sur les widgets basiques. Là, pour l'instant, tout ce qu'on a vu, c'est juste, on a balancé les widgets, on n'a pas fait de mise en forme. Donc, je vais vous montrer comment vous pouvez mettre tout ça en forme pour créer des sections qui ressemblent à quelque chose. Avec au milieu un titre, je vais avoir un titre, je peux mettre en dessous un sous-titre et en dessous un bouton. Le tout, je vais venir le centrer au milieu comme ceci. Hop, comme ceci. Donc, on le centre au milieu verticalement et aussi horizontalement. Comme ça, si je viens augmenter la hauteur, j'ai toujours mon titre qui est au centre. Ici, mon container, je peux venir dans l'onglet Style et lui rajouter un arrière-plan. Tous les containers, on peut venir leur mettre une couleur ou une image. Par exemple, là, je peux venir prendre une image et la mettre en arrière-plan de ma section. Bon, dans mon cas, j'ai une image qui se répète parce qu'elle est assez petite. Si j'ai pas envie qu'elle se répète, je peux aller dans Taille d'affichage, Couverture, pour faire en sorte que mon image couvre l'intégralité de mon arrière-plan. Et après, je peux venir changer la position, en tout cas, qu'est-ce qu'on va voir au niveau de mon arrière-plan. Et j'ai aussi la possibilité de venir rajouter une superposition d'arrière-plan pour, par exemple, assombrir ma section. Ça peut être bien pour faire ressortir du texte. Si je veux sélectionner mon container, je peux soit, donc pour faire toutes ces modifications, soit cliquer ici sur les 6 petits points avec le liseré rose, sinon faire un clic droit, modifier le container. Donc je peux venir changer le style, la mise en page, et on va aller faire un petit tour dans l'onglet avancé. Donc imaginons que là, hop, on remet à 0. On va dire que là, j'ai pas réglé la hauteur minimum de ma section. Je peux aller dans Avancer et je peux venir rajouter de l'espace à l'intérieur de ma section afin d'espacer mon titre, mon bouton, en tout cas tous les éléments des bords. Donc je peux aller ici et augmenter la marge interne, donc ajouter de l'espace à l'intérieur de ma section. Pour vous montrer un exemple plus concret, je vais venir créer une section, hop, qui ressemble à rien, comme ceci. Je vais venir lui mettre un arrière-plan rouge et là, on va venir lui mettre un arrière-plan bleu. Comme ça, vous voyez mieux à quoi ça correspond, les différentes marges. Donc là, j'ai mon texte en bleu. Si j'ai envie d'augmenter l'espace à l'intérieur de mon encart bleu pour avoir plus d'espace, je sélectionne mon container bleu, je vais dans Avancer et je rajoute de la marge interne. Donc de la marge à l'intérieur de mon conteneur bleu. Pareil, je peux venir délier les valeurs. Par contre, si je veux que mon conteneur bleu il s'espace de la section qui est au-dessus, imaginons que j'ai deux sections comme ça, j'ai envie d'avoir un peu plus d'espace en haut ou en bas, je vais dans Avancer, je délie les valeurs dans l'encart marge et j'augmente les marges classiques, donc l'espace à l'extérieur d'un élément. C'est pour ça que je vous disais qu'il ne faut pas utiliser le widget espaceur. C'est mieux de le faire comme ça, parce que quand on va venir optimiser nos espaces sur mobile, on pourra mieux les gérer avec cette façon de faire. Donc pour les espaces, on va passer par ça.
Donc si je reprends ma section précédente, je peux venir ajouter de l'espace à l'intérieur ou de l'espace à l'extérieur. Ou sinon, je peux utiliser la hauteur minimum pour agrandir ma section. Au niveau de l'arrière-plan, je peux mettre à la fois des images, un dégradé de couleurs, une vidéo d'arrière-plan. Comme tout à l'heure, je vais sur YouTube, je mets le lien de la vidéo et j'ai la vidéo qui se lance. Et je peux aussi mettre un diaporama d'images afin d'avoir des images qui viennent défiler. Là, on a une section plutôt basique. Ce qu'on va faire, on va mettre un arrière-plan bleu afin d'avoir quelque chose de sympa et on va retirer la superposition d'arrière-plan. Je fais quelque chose de vraiment rapide pour vous montrer comment vous pourrez, par la suite, construire vos sections. Donc là, on peut imaginer une section avec un titre, un sous-titre, et en bas, un bouton, comme ceci. Hop, petit problème. Ensuite, bon là, c'est une section alignée. Je peux aussi venir créer une section plus simple avec du texte à gauche. Donc je peux venir mettre un titre. En dessous, je peux venir mettre mon texte. Je peux aussi venir, si je souhaite, rajouter 2 boutons, et à droite, mettre mon image. Donc ici, ce que je peux faire, je peux agrandir l'espace entre mes 2 sections, donc espacer le conteneur de droite du conteneur de gauche en allant dans Écart. Ici, mon contenu, je peux venir le centrer en sélectionnant le conteneur de gauche et en allant sur Centrer de façon verticale. Et pareil, je peux le centrer de façon horizontale. Pareil, ici, mon conteneur, je peux aller dans Avancer, aller dans Marge interne pour agrandir l'espace à l'intérieur de ma section. Et faire une section tout de même classique qu'on peut retrouver sur un site web. Ici, petite astuce, si vous souhaitez avoir 2 boutons alignés de droite à gauche, pour ce faire, on va venir ajouter un container dans notre container. Je peux venir imbriquer, donc là j'ai mon container, à l'intérieur j'en ai 2, un à droite et un à gauche, et dans celui de gauche, je peux encore en remettre un, afin de venir changer la disposition plus facilement de mes éléments. Et donc là, je peux venir mettre un bouton, le dupliquer, soit clic droit, dupliquer, ou soit commande ou CTRL D. Là, ils sont toujours de haut en bas. Ce que je vais faire, je vais dire que le container ici, qui englobe mes 2 boutons, tous les éléments vont s'aligner de gauche à droite. Et comme ça me permet d'avoir mes 2 boutons qui sont alignés comme ceci. Autre section qu'on pourrait retrouver sur un site, ça serait une section avec plusieurs colonnes. Imaginons que j'ai envie de mettre en avant, je sais pas, mes services. Ce que je ferais, on pourrait rajouter une image comme ceci. On peut mettre un titre. En dessous, on peut mettre du texte et en dessous, on pourrait mettre même un bouton afin d'avoir service 1, service 2, service 3, service 4. Et après, si j'ai envie de dupliquer le tout, je peux venir, hop, effacer les colonnes, sélectionner celle-ci et faire CTRL D pour venir les dupliquer. Et après, ici, au niveau de mon container principal, augmenter l'espace, l'écart entre les colonnes ou la marge interne. Je peux faire pas mal de choses comme ceci. Et après, là, sur chacun des containers, j'ai les mêmes éléments de style. Je peux mettre un arrière-plan coloré. Je peux augmenter l'espace à l'intérieur. Je peux changer là, mon titre, mettre un style que j'ai enregistré ou sinon venir mettre un autre style. Et après, faire copier, coller le style et venir créer mes sections l'une après l'autre comme ceci. Bon là j'ai fait vraiment des sections basiques qu'on pourrait retrouver sur un site web. Et après, une fois que votre page est terminée, on peut cliquer sur le bouton publier. Pour l'instant, on se concentre que sur le corps du texte. On n'a pas encore vu comment modifier l'entête ni modifier le pied de page. Ça, on le fera un peu plus tard. Ok. Là, pour l'instant, je crée mes sections à la main. Tout à l'heure, je vais vous montrer une astuce pour aller beaucoup plus vite en utilisant des modèles de sections, des modèles de pages pour pas vous embêter à faire du sur-mesure et gagner pas mal de temps. Là, les sections qu'on fait, on les fait sur PC. Là, actuellement, j'ai une vision comme si l'utilisateur était sur un PC. Il faut que je regarde à quoi ça ressemble si je suis sur téléphone. Pour ce faire, on peut cliquer tout en haut sur l'icône portrait mobile, l'icône de téléphone, afin d'avoir une vision d'à quoi mon site ressemble sur téléphone. Là, c'est pas forcément ouf. Pourquoi? Parce que ici, je vais un peu grossir mon titre pour que ça soit beaucoup plus flagrant. Là, mon titre, il est gros sur PC, ça va, et sur téléphone, ça ressemble absolument à rien. On va pas faire une section pour PC, une section pour téléphone. On va venir adapter cette section sur téléphone sans impacter la version PC. Comment est-ce qu'on va faire? Ici, on aimerait réduire la taille de la typographie sur téléphone. Donc on va là, on clique sur l'icône de crayon, et à droite de l'icône taille, du paramètre taille, je vais avoir une icône de téléphone. Ça veut dire que ce paramètre, je peux le toucher
en étant sur téléphone, ça ne va affecter que la version mobile de mon site. Donc si je retourne sur la version desktop, là, ça n'a pas changé, c'est toujours pareil. Et je peux faire ça avec la taille des titres, l'espace interne à mes sections. Donc ici, dans marge interne, j'ai un icône de téléphone, donc je peux le passer à 20 pixels que sur téléphone. La hauteur, pareil, j'ai un icône de téléphone et je vais faire ça avec chacune de mes sections. L'objectif, c'est d'avoir une section ultra propre à la fois sur téléphone comme sur PC. Là, mon bouton, je peux venir l'étirer. Là, ça marche pas. Pourquoi? Alors, j'ai un petit bug. Donc là, on est centré. Mon bouton, normalement... Ok, autant pour moi. Donc, pour l'étirer, on se met sur position étirée. Et si ça ne marche pas, on va dans auto-alignement et on se met sur étirer. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est d'avoir une section pas juste correcte sur téléphone, mais aussi bien sur téléphone que sur PC. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas avoir un site passable sur mobile, sachant que la moitié de vos utilisateurs vont venir sur votre site depuis un téléphone portable. Il faut leur créer une version aussi propre l'une que l'autre et facile à utiliser. Là, par exemple, petite astuce, sur téléphone, on peut ne pas afficher certains éléments qui sont superflus, là comme mon image. Donc mon image, je peux cliquer sur l'élément, aller dans Avancer, aller sur le paramètre Responsive et masquer sur téléphone, afin que cette section ne s'affiche pas sur mobile. Je peux cliquer sur la petite flèche pour voir à quoi ça ressemble. Là, j'ai pas mon image. Ici, pour aller plus loin, mes boutons sur téléphone, c'est pas forcément agréable d'avoir des petits boutons comme ça. Donc, on va changer l'ordre d'affichage. On va mettre nos boutons comme ceci. Et on va venir les étirer pour qu'ils soient beaucoup plus facilement cliquables sur téléphone. Vraiment, tous les éléments de style, on peut venir les adapter pour que toute notre page soit agréable sur PC comme sur téléphone. Ce que je peux vous recommander de faire, c'est avant de, par exemple, vous créer une section, vous venez la dupliquer pour l'utiliser ailleurs. Avant de faire ça, vous pouvez venir l'optimiser sur téléphone et après la dupliquer. Imaginons que vous souhaitez créer une autre page, parce que là, on a simplement la page d'accueil. Soit vous pouvez quitter Elementor en allant en haut à gauche ici, cliquer sur Sortir vers WordPress, arriver ici, cliquer sur l'icône de WordPress, là, venir créer une nouvelle page et refaire tout ce qu'on a fait tout à l'heure. Sinon, le plus simple, en dessous à droite de l'accueil, vous cliquez sur la flèche et là, vous pouvez ajouter une nouvelle page sans quitter l'éditeur Elementor et venir recommencer ou continuer à construire votre page. Et même, je peux venir copier et coller une section ou un élément d'une page à une autre. Là, si je souhaite renommer ma page, ici, je vais l'appeler Service. Donc là, je construis ma page service, je la publie, je peux retourner sur ma page d'accueil, prendre cette section, faire copier, retourner normalement sur ma page service, mais elle n'apparaît pas, elle apparaît, et venir coller ma section. Et comme ça, construire toutes mes pages l'une après l'autre en partant d'une page blanche. Ok, on va dire que vous ne voulez pas vous prendre la tête à créer toutes vos pages en partant de rien. Parce que quand on démarre, honnêtement, c'est pas facile de venir faire tout ça à la main parce qu'on n'est pas forcément designer, on sait pas comment créer une section qui rend rapidement propre, pas passer des heures à juste faire ça. On va utiliser des modèles de pages ou des modèles de sites, ou même des modèles de sections. Je vais vous montrer. Hop, ça on publie, on quitte, on va sur Sortir vers WordPress, on retourne sur le tableau de bord. On va aller sur Astra. Astra, pour rappel, c'est le thème qu'on avait installé au tout départ et qui nous apporte un outil. Donc on va sur Astra, en haut on clique sur modèle de démarrage et on va venir installer le modèle de démarrage. Modèle de démarrage, c'est une extension qui va nous permettre d'avoir plusieurs choses. Déjà de 1, on va pouvoir utiliser des modèles de sites prêts à l'emploi qu'on va pouvoir modifier et aussi des modèles de sections qu'on va pouvoir intégrer pour créer plus rapidement nos pages. Starter Template nous donne la possibilité de créer notre site avec l'IA. Dans cette formation, je ne vais pas vous le montrer parce que c'est pas encore ultra au point à l'heure où je parle et c'est pas encore compatible avec Elementor. Je vous laisserai le tester si vous le souhaitez. Mais en tout cas, nous, on va partir sur modèle de démarrage classique. On choisit ici notre constructeur de page qui est Elementor. À cette étape, pour certains, vous pouvez rencontrer un bug. Imaginons que vous avez bien Elementor d'installer et qu'il n'apparaît pas ici. Vous pouvez fermer la page, vous assurer que vous avez bien Elementor d'installer et d'activer comme moi. Si c'est bien le cas, vous allez dans Réglages. Dans Réglages, donc général, vous allez tout en bas et vous essayez d'avoir la même chose que moi. Donc vous décochez ces deux cases. Comme ça, vous enregistrez, vous retournez sur Astra, modèle de démarrage et normalement, vous aurez Elementor qui s'affiche. Donc, on choisit Elementor et là, on va avoir
tout un tas de modèles de sites prêts à l'emploi que vous pourrez venir installer et modifier à votre guise. Vraiment, ici, si vous ne voulez pas vous embêter à passer des heures à créer votre site, vous avez des templates que vous pouvez venir récupérer et utiliser. Là, un template pour un portfolio de designer, je peux cliquer dessus, regarder les différentes pages, les sections. Je trouve que c'est, en vrai, il est plutôt bien ce template. Il est assez récent et honnêtement, c'est quelque chose qu'un pro pourrait faire et que même moi, je pourrais faire pour un client. Clairement, pendant que je fais cette formation gratuite, je vois qu'ils sont plutôt bien améliorés. Ici, vous avez des catégories, donc vous pouvez fouiller. Vous avez pas mal de templates qui sont gratuites et d'autres qui sont en premium, donc que vous pourrez prendre uniquement si vous avez la version pro d'Astra. Mais nous, on ne va pas passer par la version pro, on va le faire avec juste la version gratuite. Sinon, si vous le souhaitez, vous pourrez partir, vous, sur la version pro d'Astra. Donc, on peut regarder à quoi ressemble le site, naviguer entre les différentes pages. Là, en vrai, on a quelque chose de plutôt sympa, sachant que tout ce qui est ici, tout ce qui est présent, on pourra tout modifier. Que ce soit l'image, le texte, le bouton, les sections, retirer, en rajouter, vraiment, on pourra faire tout ce qu'on souhaite. Il n'y aura pas de limite. Donc, choisissez un template avec déjà des éléments qui vous plaisent afin de gagner du temps. Mais après, vous pourrez tout changer. Pareil, là, il vous propose de choisir des typographies, des couleurs. Vous pouvez le faire si vous le souhaitez, mais si vous ne trouvez pas vos couleurs, vous pourrez tout modifier par la suite. Pareil pour les typographies. Donc, une fois que vous avez choisi un template qui vous plaît, on clique sur le bouton « Continuer ». Là, on laisse vide, on clique sur « Passer cette étape ». On clique sur la case « Je confirme que toutes les modifications que j'ai fait au préalable vont être écrasées » et je peux même décocher cette case afin de ne pas partager des données sensibles avec Astra. Et enfin, par données sensibles, on parle de données par rapport à ce que vous faites. Et on clique enfin sur soumettre et construire mon site afin que le template qu'on vient de sélectionner, il s'installe et qu'on puisse l'utiliser et faire toutes nos modifications. Vraiment ça va vous faire gagner des heures et des heures. Parce que si vous le faites à la main, vous pourrez avoir quelque chose de sur mesure, mais l'idéal, en tout cas moi ce que je recommande à toute personne qui démarre sur WordPress, c'est dans un premier temps de prendre un template, d'apprendre à le modifier, ensuite rajouter des sections faites à la main, vraiment modifier ce qui existe déjà afin de se faire la main sur le site. Et après, si vous avez le temps, que ça vous plaît, là de prendre le temps de tout faire à la main. Le désavantage, c'est qu'en passant par un template, vous avez des chances que quelqu'un d'autre ait le même site que vous. C'est un peu le petit point négatif. Une fois que c'est fait, on peut cliquer sur « Voir le site web » et là, ça a bugué. Donc, on clique sur « Voir le tableau de bord ». Si je vais dans « Pages », là, j'ai bien mes pages qui s'affichent. Ok. J'avais juste un petit bug. Ce que j'ai fait, j'ai simplement rechargé ma page. Et donc là, j'ai toutes les sections qui se sont importées. Et maintenant, si je souhaite modifier une page, je me rends sur n'importe quelle page, comme par exemple la page d'accueil. Je clique sur modifier avec Elementor. Et là, tous les éléments qui s'affichent, je peux venir les modifier. Là, le texte, on peut le changer. Ici, le titre, pareil, je peux le sélectionner, écrire mon propre texte. Là, pareil, là, la couleur, on peut venir changer. Vraiment, vous pouvez tout faire. Oui, vraiment. Bon, même lui, je peux le retirer, changer l'image, la remettre. On peut tout modifier. Tout ce que je vous ai montré tout à l'heure qu'on pouvait faire à la main, là, vous pouvez faire exactement la même chose sans problème. Et donc, l'idée, c'est que vous veniez modifier vos pages l'une après l'autre. Sur téléphone, souvent les sections sont déjà pré-optimisées, donc pas de souci à vous faire. Et l'autre avantage de Starter Template, c'est qu'en plus d'avoir des modèles de pages clés en main, comme ça, vous avez aussi la possibilité de rajouter des sections qui sont déjà préfaites, si je peux dire. Là, j'ai envie de rajouter une section au-dessus de cette dernière, je clique sur le bouton plus, et j'ai encore un bug qui s'affiche, donc normalement j'ai quelque chose qui apparaît ici sur la droite, et il n'apparaît pas, donc je vais recharger ma page. Ne vous inquiétez pas, les bugs sur Elementor, ça arrive malheureusement. Ok, c'est bon. Donc là, j'ai cette icône qui apparaît, je clique dessus. Là, je vais retrouver des modèles de pages, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Je vais dans bloc, et là, je vais avoir des centaines de modèles, de sections prêtes à l'emploi que je vais pouvoir venir importer et après modifier. Il me faut un FAQ, j'ai des sections FAQ. Il me faut une section service, j'ai une section pour mettre en avant mes clients, j'ai vraiment pas mal de choses. Et je peux simplement, on va dire, prendre cette section, cliquer dessus et cliquer sur importer bloc. Et là, ma section s'est importée et j'ai plus qu'à changer le texte, changer la couleur et mettre en forme mes éléments. Et là, je gagne des heures et des heures de productivité que si j'aurais tout fait à la main. Et après, j'ai plus qu'à publier mes pages. Alors, si je quitte
WordPress et que je me rends sur ma page d'accueil en cliquant sur l'icône de maison tout en haut, j'ai une en-tête où j'ai des pages. Bon, vu que j'ai utilisé un template, mes pages sont en anglais. Pour venir modifier mes pages, bon, j'aurais peut-être dû vous le montrer avant, mais quand on est sur Elementor, tout en haut de notre page, on a une petite roue crantée, on clique dessus et là, on peut venir modifier le titre de la page, cliquer sur publier et faire pareil avec toutes les autres pages qui sont en anglais. Si jamais les pages sont en anglais, on peut venir changer le texte ici. Par contre, si je souhaite modifier mon en-tête, on va pas le faire avec Elementor. Malheureusement, Elementor en version gratuite, on ne peut pas ni modifier l'en-tête, ni modifier le pied de page comme on le souhaite. Pour cela, on va passer par notre thème Astra qui va venir gérer tout ça. Pour venir modifier l'en-tête, on va cliquer sur l'icône personnaliser tout en haut. On va sur en-tête et là, on peut venir modifier notre en-tête. Je peux venir ici changer mon logo en cliquant dessus. Là, venir changer le bouton si jamais j'ai un bouton qui apparaît. En bas, ici, je peux venir déplacer mes éléments, les attraper, les centrer, les mettre à droite, à gauche. J'ai tout un tas de paramètres que je peux appliquer. Et je peux même rajouter des éléments dans mon menu. En cliquant sur le bouton plus, je peux avoir une barre de recherche, afficher des widgets, des icônes des réseaux sociaux, des boutons si jamais j'ai pas un bouton qui apparaît. Vraiment, je peux tout faire, tout modifier comme ça. Et pareil pour le pied de page, si je descends tout en bas de ma page, je peux venir cliquer sur mon pied de page et l'arranger comme je souhaite. Imaginons que dedans, je souhaite avoir 3 colonnes avec à gauche, donc ici, 3 colonnes, un menu, ici, à gauche, j'aimerais mettre par exemple les icônes de mes réseaux sociaux, donc je sélectionne social. Ici, je peux changer leur apparence. À droite, je peux venir rajouter un widget 1 qui va me permettre de rajouter, hop, non, peut-être pas tout ça, hop, qui va me permettre de rajouter du texte par exemple, ou toute autre chose. Hop, et pareil, je peux venir supprimer mes éléments. Donc, il faudra malheureusement passer par ici pour modifier donc l'en-tête de votre site ainsi que le pied de page. Pareil, pour le menu de navigation, là, on a des pages qui, par défaut, se sont mises l'une après l'autre. Imaginons que j'ai envie de rajouter une nouvelle page à mon site. Je peux soit le faire directement ici dans leur carte site. Imaginons que j'ai une page qui s'appelle, on va l'appeler test. Je crée ma page, je la publie, je la modifie avec Elementor, et quand je suis ici, je peux cliquer sur mon menu, configurer le menu, menu principal, le modifier, et là je peux venir ajouter un élément, soit ajouter une page qui existe déjà, ou sinon venir créer ici ma page, et donc venir ajouter ma page test à mon menu de navigation. Et une fois que je fais une modification ici, bien penser à cliquer sur le bouton publier. Ok, alors on a passé pas mal de temps à construire nos pages, on a les différentes pages de notre site, qu'on soit parti sur un template ou qu'on ait tout fait à la main. Maintenant, il y a encore des choses qu'il faut faire avant de mettre en ligne son site et de commencer à accueillir ses premiers visiteurs. La première chose qu'on va venir faire, c'est rajouter un formulaire de contact. Dans mon cas, j'ai choisi un template qui m'a permis d'avoir une extension qui s'est automatiquement rajoutée, qui s'appelle WP Form. WP Form, c'est une extension qui va vous permettre, je vous le montre, de faire des formulaires de contact assez simple et efficace. Il y a WP Form qui existe, sinon il y a d'autres alternatives comme Formidable Form, Forminator, il s'affiche pas ici, si je tape Forminator. Cette extension-là, ce sont d'autres alternatives pour créer des formulaires de contact. Nous, on va partir sur WP Form, une extension qui est assez simple et efficace et qui est bien compatible avec tout ce qu'on a fait. Mais vous pouvez prendre autre chose si vous le souhaitez. Donc, l'extension WP Form, elle est installée et activée. Et pour créer un formulaire de contact, ici, moi, j'en ai déjà un qui s'est créé. On peut le supprimer. Je vais sur Ajouter un nouveau, je clique sur allons-y et là j'ai différents modèles. Moi je ne vais pas m'embêter, je vais partir sur un modèle de formulaire de contact assez simple comme celui-ci avec nom, prénom, email, commentaire ou message. Et après ici je peux venir construire mon formulaire. J'ai la possibilité de venir ajouter de nouveaux champs, modifier les champs qui sont existants pour construire un formulaire des plus simples aux plus complexes. Ensuite, dans l'encart réglage, là, je vais pouvoir dire sur quelle adresse email je reçois les demandes de contact. Par défaut, les nouvelles demandes de contact vont être envoyées sur l'adresse email d'administrateur. Moi, dans mon cas, c'est l'adresse
l'adresse email que j'ai renseignée à la création de mon site WordPress, sinon je peux venir remplacer et mettre ma propre adresse email. La configuration est assez sommaire, assez simple. Une fois que c'est terminé, on clique sur enregistrer, on ferme la page, on va sur une de nos pages, par exemple, on crée une page contact, on va dessus via Elementor, et là, pour ajouter notre formulaire de contact, on va dans les widgets d'Elementor. Ça, c'est le cas avec WP Form. Sinon, avec les autres extensions, ils vont souvent vous demander de passer par ce qu'ils appellent le code court. Le code court, c'est un petit bout de code que l'extension va vous donner et qu'il faudra intégrer avec le widget ici code court. Mais nous, avec WP Form, on a un widget compatible Elementor. Donc, on le glisse, on sélectionne le formulaire qu'on souhaite et là, on a le formulaire qui s'intègre. Et après, on a la possibilité de modifier certains éléments de style de notre texte. Par exemple, là, style des libellés, remettre en blanc, style des boutons, ici je peux changer la couleur de mon bouton, vraiment. J'ai quelques paramètres plutôt sommaires, mais qui me permettent d'avoir un formulaire assez correct, si je peux dire. Et une fois que c'est fait, je peux cliquer sur publier, et après tester mon formulaire, voir si les messages partent bien. Pour ce faire, on peut pas le tester directement sur Elementor, il faut aller sur la page. À savoir que pour l'instant avec Hostinger, on a un domaine temporaire. On n'a pas encore activé notre domaine final, parce que je pense que de mon côté, il n'est pas encore arrivé. J'irai voir une fois que tout sera fait si je peux venir le relier à mon site. Donc ça, c'était pour le formulaire de contact. Si jamais je souhaite créer un espace blog sur mon site, je peux le faire assez simplement. Déjà, il va me falloir une page que je vais appeler blog, sur laquelle on va venir regrouper tous nos articles. Cette page, c'est la seule page qu'on ne va pas modifier avec Elementor. On va juste créer une page qu'on appelle blog, on va la publier. Une fois qu'elle est publiée, on retourne en arrière. On va aller dans Réglages, Lecture et dire à WordPress que la page qu'on a appelée blog est la page qui va donc afficher tous nos articles de blog. Et là, on peut faire enregistrer. Maintenant, pour créer un nouvel article, on va aller dans l'onglet Article, juste là, ajouter un article, et là, on va pouvoir construire notre article. Ce que je vous recommande de faire pour créer vos articles, vous pouvez le créer tout simplement ici, vous mettez le titre de votre article, et en dessous, vous pourrez venir mettre le contenu. Il est plutôt recommandé de créer ces articles avec l'éditeur de page de base de WordPress pour éviter de vous embêter si jamais vous n'utilisez plus Elementor demain ou que vous souhaitez migrer votre espace blog ainsi que tous vos articles, d'être dépendant à des extensions ou à un thème. Donc vous pouvez le construire ici assez simplement. Et ensuite, là, sur la gauche, vous avez la possibilité de venir ajouter une nouvelle catégorie à votre article de blog. Et enfin, une fois qu'il est terminé, vous pouvez venir ajouter une image mise en avant. L'image mise en avant, ça va être la miniature de votre article de blog. Et après, vous pouvez venir cliquer sur le bouton publier. Alors moi, un article de blog, j'en ai déjà un. Je vais venir copier-coller mon texte que j'aurais pu faire directement depuis un fichier Word, par exemple. Donc j'ai mes images, mon texte, on vient tout renseigner, on clique sur enregistrer, et là donc je peux voir mon article de blog. Pour l'instant, il ne ressemble pas à grand chose, c'est normal, parce qu'on peut venir personnaliser cette page. Donc là il s'est rajouté à mon menu, il faudrait que je le retire, mais je peux donc cliquer sur le bouton personnaliser, aller sur l'encart blog, publication seule, et là j'ai la possibilité de venir modifier l'apparence de ma publication seule. Alors là j'ai un petit souci, le souci c'est lequel? C'est que mon article est collé à mon en-tête. Donc normalement vous n'aurez pas tout ce problème là, je vais le régler en allant dans design et on va rajouter un peu d'espace ici et on va rajouter un peu d'espace ici. Ah non, ça ne marche pas. Je pense que le template que j'ai sélectionné n'est pas celui qui est le plus propice pour des articles de blog. Donc ce que je vais faire, je vais retourner sur mon article. J'ai dû avoir un petit bug. Donc ici, je fais modifier. Je vais venir remettre le contenu. J'ai eu un petit bug. On fait publier l'article. Voir l'article. Ok, j'ai juste eu un bug. Je sais pas ce que j'ai fait. J'ai peut-être fait une erreur, autant pour moi. Donc je suis allé dans article et j'ai rajouté ici mon article. Donc définir une image mise en avant. Ici, on sélectionne l'image, on enregistre, on clique sur l'article et là, on peut venir le personnaliser. J'ai fait une erreur, j'étais pas du tout au bon endroit. Donc blog, publication seule et là, on peut venir changer l'apparence de l'article de blog, changer la largeur de la page, je peux venir changer la taille, la typo, mais encore une fois, vu qu'on est sur une version gratuite d'Elementor, on va pas le faire avec Elementor, on sera dépendant de notre thème. Donc là, notre thème Astra qui va nous permettre d'afficher ou non certains éléments
sur notre page des articles. Et enfin, la page qui regroupe tous nos articles de blog, elle apparaît pas ici, c'est normal, il faut que je vienne la rajouter dans le menu. Ok, en fait, je viens de me rendre compte de mon erreur de tout à l'heure, c'est que tout à l'heure j'ai créé une page et pas un article, c'est pour ça que j'ai un élément qui s'est pointé ici, donc là on annule, on rajoute l'encart blog, on fait publier, et donc là si je clique sur blog, j'arrive sur ma page, là exactement, donc la bonne page qui regroupe tous mes articles de blog, et elle, je peux venir la modifier, donc c'est blog archive, pareil, j'ai pas énormément de possibilités pour venir la modifier, j'ai quelques mises en page, mais c'est assez léger, donc je vous laisse tester ce qui est possible de faire, et donc quand je clique sur un article, j'arrive ici. Alors là, j'ai la possibilité de venir modifier la typographie de ma carte. Là, j'ai un petit souci, c'est que j'ai mes titres qui sont là, qui sont un peu collés, ça c'est un petit bug, que je vais pouvoir venir régler en allant dans style, guide des styles, trouver la typographie qui est en lien avec mon titre et venir la modifier. Bon, normalement, vous aurez pas ce bug qui s'affiche, c'est que moi, de mon côté, il est présent. Et voilà, vous avez donc une page avec vos articles de blog et là, vos articles qui apparaissent. Et avec Astra, vous pourrez venir modifier l'intégralité du style. Alors, on a notre formulaire de contact, on a un espace blog, il va nous falloir, avant de mettre en ligne notre site web, encore quelques éléments. Alors, on va dire que le site il est terminé, il est prêt à être mis en ligne, on va venir ajouter quelques extensions primordiales. Ces extensions vont être les suivantes. La première, on aura besoin de Lightspeed Cache. Vous vous souvenez, au tout début de la formation, on l'avait retiré pour pas que ça nous cause de problème. Là, on va venir la réinstaller et l'activer. Lightspeed Cache va venir faire deux choses. Premièrement, Lightspeed Cache va nous permettre d'optimiser la vitesse de chargement de notre site en compressant les fichiers qui sont présents dessus. Et Lightspeed Cache va aussi venir créer une mémoire temporaire de chacune de nos pages afin qu'elle charge plus rapidement. C'est vraiment une extension obligatoire à avoir sur son site. Pour la configurer, c'est vraiment ultra basique. Vous allez sur Lightspeed Cache, vous allez chercher donc dans l'encart pré-réglage, le pré-réglage agressif, vous faites appliquer le réglage, et c'est bon, l'extension est configurée, votre site automatiquement chargera beaucoup plus rapidement. Le petit point négatif de Lightspeed Cache, c'est que si vous faites une modification sur votre site web, elle ne pourra pas être visible tout de suite. Dans certains cas, vous allez rencontrer ce bug, même si sur Elementor vous avez bien publié les modifications, ça ne s'affiche pas. Pour forcer un rafraîchissement de votre page, il faudra vider le cache de votre site. Le cache, c'est donc la mémoire temporaire. Cette mémoire temporaire, pour la vider, on va aller tout en haut de notre page, chercher le petit losange qui représente le logo de Lightspeed Cache et cliquer sur tout purger afin de rafraîchir si jamais on a un bug ou un élément qui n'apparaît pas. Donc ça, c'est pour la vitesse de chargement. Un site qui charge vite, c'est top, mais un site sécurisé, c'est encore mieux. Pour la sécurité, on va venir installer l'extension SecuPress. SecuPress, c'est une extension qui va permettre à votre site d'être un peu plus sécurisé en activant certaines bonnes pratiques. Je vais vous montrer. Bien évidemment, c'est pas Lightspeed Cache qui va faire tout le travail. Il faudra bien penser à mettre à jour ces extensions, à choisir un hébergeur plutôt costaud, Hostinger c'est top, et aussi à faire des sauvegardes régulières de son site web, ça on va le voir juste après avec une extension, et à utiliser des mots de passe robustes. N'allez pas créer un site web avec un mot de passe comme 1, 2, 3, soleil, ça on évite. Pensez bien à mettre des chiffres, des majuscules, des caractères spéciaux. Donc là, je vais lancer un scan de mon site par SecuPress. SecuPress va venir me scanner tout mon site, différents points, et me dire si tout va bien ou si tout va mal. Par défaut, tout va mal au départ. Donc on va venir, vous faites comme moi, on va cliquer sur prochaine étape, encore une fois, et on va avoir toute une liste de problèmes à corriger avec SecuPress. Certains problèmes vont nécessiter la version premium, donc nous, on ne va pas l'utiliser, on va simplement cliquer sur ignorer, et quand on peut cliquer sur corriger quand c'est en bleu, on clique sur corriger. SecuPress va par exemple forcer la mise à jour de nos extensions, ici supprimer des extensions qui ne sont pas utiles parce qu'elles ne sont pas activées. C'est pour ça que SecuPress, Lightspeed Cache, etc. ce sont des extensions que je vous recommande d'installer une fois que votre site est bien terminé. Comme ça évite de supprimer des extensions qui sont utiles. Ensuite, activer l'option mise à jour mineure des modules, donc les mises à jour mineures de WordPress se fassent automatiquement, supprimer les anciens fichiers inutiles, ajouter quelques bouts de code par-ci par-là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais SecuPress vient activer étape par étape des éléments qui sont obligatoires pour la sécurité de votre site. Hop, on corrige. Là, j'ai une erreur, donc je vais devoir recharger la page et me connecter. Donc pour me reconnecter, je vais aller sur Hostinger et là, je me rends compte que mon domaine n'est toujours pas encore connecté. Mais une fois qu'il sera connecté, on n'aura pas besoin de faire une manipulation. Donc là, je me reconnecte en cliquant sur Admin WordPress. Je retourne sur SecuPress et là, normalement, quand j'atteins
bien la note de B+, j'ai fait toutes les étapes que je peux faire en version gratuite sur CQPress. Là, j'ai activé certains éléments plutôt intéressants. Autre chose que CQPress va nous permettre de faire au niveau de la sécurité, vous allez vous rendre dans Modules, et là, on va venir faire quelques petites choses. On va aller dans Compte et connexion, on va cliquer sur Déplacer la page de connexion, parce que si vous vous souvenez bien, par défaut, pour se connecter à un site WordPress, il faut faire donc domaine /wp-admin, et pour éviter que n'importe qui puisse accéder à votre page de connexion, là, vous pouvez changer l'adresse de connexion, et donc pour se connecter, on fera plus /wp-admin, mais /test, /connexion, ce que vous souhaitez. Et si jamais une personne essaye de se connecter sur l'ancienne page, elle aura juste un message d'erreur. On clique sur sauvegarder. On va aussi limiter le nombre de tentatives de connexion et bannir les connexions avec des identifiants inconnus, et aussi donc cacher les erreurs de connexion. Ça évite que la personne puisse tester trop d'identifiants différents et aussi puisse avoir des notifications en disant ah bah l'identifiant est bon, par contre le mot de passe est pas bon. Souvent quand on essaie de se connecter à un site WordPress et qu'on se trompe de mot de passe, WordPress par défaut va nous dire l'identifiant Kezia est bon mais le mot de passe n'est pas correct. Donc on n'a pas envie qu'une personne qui essaie de nous pirater puisse voir tout ça. Donc on sécurise un maximum. Après vous avez d'autres paramètres comme la possibilité d'interdire le fait qu'on puisse installer des extensions ou installer des thèmes sans passer par les fichiers sources du site. Donc tout ça vous allez pouvoir le modifier ici. Vous avez quelques petits paramètres que vous pouvez venir regarder si vous le souhaitez. En tout cas là je vous ai montré le plus important. Autre chose importante, pour éviter les spams, vous pouvez cliquer ici sur anti-spam. Je n'ai pas besoin des commentaires, sauvegarder, afin que personne puisse mettre des commentaires sur votre page blog. Parce que par défaut, on les a pas activés, mais certains malins réussissent quand même à nous envoyer des commentaires sans qu'il y ait l'espace commentaire. Donc on fait en sorte de forcer l'interdiction des commentaires sur notre site. Et enfin, pour la partie référencement naturel, bon, quand je dis la partie référencement naturel, là ce que je vais vous montrer, c'est une extension qui va vous permettre d'optimiser le titre et les métadescriptions de vos pages. Les titres et les métadescriptions, c'est ce qu'on va avoir quand on va venir sur Google. Si je descends un peu, là je vais avoir le titre de la page et une courte description. Ça évite qu'il y ait juste écrit accueil, le titre de votre site, ainsi que là absolument rien. Donc on va venir modifier ces différents éléments afin d'optimiser nos pages et d'avoir plus de chances de bien remonter dans les résultats de recherche. Bien évidemment, c'est pas parce que vous optimisez vos titres ainsi que vos métadescriptions avec une extension comme RankMath, celle que je vous conseille. Il y a aussi Yoast SEO qui fait exactement la même chose. C'est pas en faisant ça que votre site sera bien référencé. Ça, je vous le montre parce que c'est pertinent, mais clairement, le référencement naturel, c'est un travail supplémentaire à faire. Dans ma formation complète que vous pouvez retrouver juste en dessous de la vidéo, j'en parle, j'ai un module à peu près de 2 heures qui le traite, mais dans cette courte vidéo, il faudrait encore 2 heures supplémentaires et même encore plus de temps pour vraiment voir tout ce qu'il est important de faire pour bien référencer son site web. Vraiment, ce que je vous invite à faire, si vous voulez vous pencher sur le référencement naturel, une fois que votre site est terminé, allez sur YouTube. Je vous mettrai tout un tas de ressources utiles en dessous de cette vidéo si ça peut vous servir. Vous allez sur YouTube et vous allez avoir tout un tas de professionnels qui pourront mieux vous expliquer comment fonctionne le référencement naturel. Et une chaîne que je peux vous recommander, c'est la chaîne de SEMrush France. Vraiment, ils sont top niveau vidéo, tuto pour savoir comment fonctionne le SEO. Vous avez des vidéos courtes, des vidéos longues et même si jamais vous souhaitez approfondir certains sujets, ils ont vraiment un tas de choses de dispo. Nous en tout cas, RankMath, on va faire étape par étape, on va cliquer sur le tableau de bord. Mais si vous souhaitez modifier les titres ainsi que les métadescriptions sur vos pages, vous pouvez aller sur une page, cliquer ici en haut à droite, cliquer sur modifier l'extrait et là vous avez la possibilité de le faire. Je ne vais pas m'attarder à ce niveau-là parce que c'est pas pertinent de juste mettre des titres et des métadescriptions. Je vous laisserai aller sur YouTube, vous renseigner et le faire une fois que votre site est terminé si jamais vous souhaitez que le référencement naturel soit l'un de vos canaux d'acquisition. Mais cette vidéo serait trop longue si on rentrait dans les détails. En tout cas, voici comment vous pouvez le faire. Autre extension qui peut être pertinente, c'est pour faire des sauvegardes de son site. Pour ce faire, l'extension que j'aime bien utiliser, c'est l'extension Backup Migration. Backup Migration, on va venir la télécharger et l'installer. Elle va nous permettre de faire des sauvegardes manuelles de notre site web et aussi faire des sauvegardes automatiques. Mais à savoir que Hostinger vous propose aussi de faire des sauvegardes de votre site, il me semble de façon hebdomadaire. Et vous pouvez acheter un module complémentaire pour que les sauvegardes se fassent quotidiennement. Sinon, avec Backup Migration, vous pouvez ici programmer des sauvegardes qui vont être faites tous les jours, toutes les semaines, ou venir créer une sauvegarde manuellement
comme ceci. Ce que je vous conseille de faire en termes de sauvegarde, c'est qu'une fois que votre site est terminé, et même tous les mois, par précaution, vous venez, vous faites une sauvegarde de votre site, vous le stockez sur votre PC et au mieux sur un drive. Comme ça, si jamais, au grand jamais, bon, il y a peu de chances que ça arrive, mais c'est déjà arrivé que on se dit au pire, qu'est-ce qui peut arriver? Que le serveur prenne feu, c'est déjà arrivé. Et le pire, c'est que quand le serveur, c'était OVH en 2021, avait cramé, les sauvegardes des sites avaient aussi cramé. Et j'ai plein de personnes, des clients que j'ai accompagnés par la suite, et même des personnes encore à l'heure actuelle, en 2025, qui se souviennent de cette galère qu'ils ont eue. Donc, les sauvegardes, c'est bien de les faire au niveau de votre hébergement web, mais c'est bien aussi de faire une sauvegarde comme ici, de cliquer sur le bouton pour venir la télécharger en format zip et après de la garder sur votre PC pour l'utiliser plus tard, revenir la téléverser pour restaurer vos modifications. On ne sait jamais, ça peut être embêtant de perdre un site WordPress après plusieurs heures de travail, donc il vaut mieux prévenir que guérir. Faites un maximum de sauvegarde. Là, je vous ai montré vraiment les extensions primordiales à avoir sur son site WordPress. Il en existe des tas d'autres. Moi, en moyenne, j'installe une dizaine d'extensions sur mes sites web, mais là, je ne pouvais pas tout vous montrer dans cette vidéo, mais avec tout ce que je vous ai montré là, vous pouvez avoir un site web que vous pourrez mettre en ligne, optimiser, sécuriser et prêt à générer vos premiers rendez-vous. En tout cas, il faudra après attirer du monde dessus. Par contre, chose à penser, mettre en ligne parce que là, le site, il est entre guillemets en ligne. Il faut que j'aille donc sur réglages, lecture et que je pense bien à décocher cette case. Et entre-temps, j'ai même pas remarqué, là, mon domaine est passé sur kezia-nivelle.fr alors que précédemment, il était sur Cinera Dinosaur. Ça veut dire que mon domaine s'est correctement rajouté. Si je vais dans ce site web, ok, bah il s'est rajouté. J'ai absolument rien fait, comme vous avez pu le voir. J'ai encore quelques éléments à vous montrer avant de vous laisser, comme comment configurer une adresse email professionnelle sur Hostinger et aussi comment corriger des bugs que vous pouvez rencontrer sur WordPress, les étapes à suivre pour corriger 90% des bugs. Avant d'aller plus loin, là actuellement vous avez vu toutes les bases pour créer votre site. Mais par contre, si vous souhaitez monter en compétence, voir des choses qu'on n'aurait pas vues dans cette formation, comme des extensions pour traduire son site, quelle extension rajouter, quelle extension ne pas rajouter sur son site web, ou même construire votre propre projet et être accompagné par un expert, j'ai créé une formation qui est éligible au financement CPF. Pour y accéder, vous pouvez cliquer juste en dessous de la vidéo pour télécharger le programme. Cette formation, elle est disponible en 2 modules. Le premier module, c'est une formation intégralement en visio avec moi ou un formateur. Vraiment, on s'adapte à votre emploi du temps. On peut faire 1 heure, 2 heures, une demi-journée ou une journée complète en fonction de vos disponibilités. On a une partie théorie, une grosse partie pratique où on construit votre projet ensemble. Vous êtes accompagné, vous pouvez poser les questions en direct. On a la main sur votre site web. Tout ça dure à peu près 28 heures et on est sur une formation qui est intégralement finançable. Donc que ce soit Pôle emploi, CPF ou différentes autres organismes de financement comme les OPCO. Par contre, si vous préférez être en autonomie, on propose une formation avec 50% d'e-learning et 50% de visio. Donc là, on est sur un tarif plus bas et sur un volume d'heures à 21 au lieu de 28. Ça peut vous permettre d'être beaucoup plus flexible et de pouvoir avancer de votre côté tout en ayant un formateur qui peut répondre à toutes vos questions et vous donner des feedbacks. Bien évidemment, vous pourrez vous former intégralement à la création de sites WordPress en trouvant des ressources gratuites sur Internet, mais elles ne seront jamais à 100% complètes. Vous ne pourrez pas poser vos questions, avoir un retour en direct et surtout avoir un expert qui est là derrière votre PC et qui vous aide, qui vous tient un peu par la main si je peux dire, pour vous faire gagner énormément de temps. Parce que moi, j'ai appris à créer des sites WordPress il y a beaucoup plus que 10 ans en fait et j'ai passé énormément de temps. Même là tous les jours, je monte en compétence sur la création de sites avec WordPress. Tous les jours j'apprends, mais vous, si vous avez un site à créer pour une entreprise, vous n'avez pas 5 ans à perdre, ou même, allez, je dirais pas 5 ans, mais si on vous concentrez à 100%, ça peut prendre des heures et des heures. On est plutôt sur une moyenne de 100 voire 200 heures pour commencer à vraiment être à l'aise en faisant tout seul dans son coin. Alors que là, en 3 ou 4 jours, vous aurez à la fin un site qui vous plaît, sur lequel vous saurez comment l'utiliser et vous pourrez facilement monter en compétence. Bon, je ne vais pas plus dans les détails, vous retrouverez le lien en dessous de la vidéo si vous voulez en savoir plus. Alors, sur notre site WordPress, si jamais on a un bug, parce que sur WordPress avec Elementor, vous allez avoir des bugs, malheureusement, c'est comme ça. Que ce soit une page qui est totalement cassée, un élément qui s'affiche pas, n'importe quel bug, ce que vous allez faire, vous allez déjà, avant de désactiver ou réactiver des extensions, on va aller sur Elementor, outils, et on va cliquer sur synchroniser la librairie, régénérer les fichiers, enregistrer
montrer les modifications et on va venir cliquer ici et purger le cache. Comme ça, là, on rafraîchit les données d'Elementor, les données du site et juste ça, ça vous permet de corriger 90% des bugs. Si jamais ça ne marche toujours pas, que vous avez toujours un bug, vous pouvez aller sur une de vos extensions. Imaginons que quand vous cliquez sur modifier avec Elementor, ça charge dans le vide, il se passe rien. Vous pouvez venir désactiver les dernières extensions que vous avez mis afin d'identifier quelle extension a causé le problème. Et normalement, en faisant ça, vous pourrez dire que ok, le problème venait juste d'un bug ou le problème venait de la dernière extension que j'ai rajoutée sur mon site. Sinon, si jamais vous n'arrivez plus à accéder à l'interface de WordPress en passant par là et que, imaginons que vous avez installé une extension et que d'un coup ça a craché, le problème vient donc de l'extension que vous venez d'installer, mais si vous ne pouvez pas accéder ici, comment la supprimer? Pour la supprimer, on va aller sur Hostinger, on va aller sur tableau de bord et on va aller dans gestionnaire de fichiers afin d'aller dans les fichiers sources de notre site WordPress et la désactiver et la supprimer à la main. Donc vous allez me suivre, public HTML, double-clic, WP Content. Ici thème, on va voir tous les thèmes et dans plugins, on va voir tous les plugins qu'on a installés. Donc là, vous pourrez faire un clic droit et supprimer pour forcer la suppression de votre fichier. Mais normalement, vous n'aurez pas besoin de passer énormément de temps ici. Le fichier dans lequel vous pourrez aller si jamais vous passez beaucoup plus de temps sur WordPress et que vous souhaitez faire des éléments un peu plus techniques, c'est le fichier wp-config, le fichier source un peu de votre site WordPress. Ici, je vous conseille pas d'aller le modifier, mais si jamais vous suivez un tuto qui vous dit d'aller ici pour faire une modification, c'est par là que ça se trouve, dans les fichiers sources de votre site WordPress. Mais sinon, évitez d'aller trifouiller dedans parce que juste une lettre en moins quelque part peut totalement plomber votre site. Donc, on évite. Et pour ceux qui sont sur Hostinger, avant de clore cette mini formation, si vous souhaitez créer une adresse email professionnelle avec votre domaine, vous allez sur Hostinger, vous allez sur Email. Là, on va sélectionner le plan gratuit parce que j'ai aussi la possibilité de créer des adresses email avec plus de stockage et plus de possibilités, mais je peux aussi le faire gratuitement. Ici, j'aurai donc une adresse email avec mon domaine, par exemple contact@kezia.fr, kezia-nivelle.fr. Mais par contre, vu que c'est une adresse email qui est gratuite, je ne pourrai pas faire de marketing automation derrière. Qu'est-ce que ça veut dire? Si demain je connecte mon domaine à Brevo, Brevo qui est un outil pour faire de l'email marketing, envoyer des campagnes par mail, je ne pourrai pas le faire. Pourquoi? Parce que je vais être limité ici à 300 mails par jour. Donc, il faudrait plutôt partir sur une adresse email contre un abonnement. Si vous souhaitez avoir un mail ultra simple comme ça pour juste recevoir et envoyer des mails, vous pouvez juste garder la version gratuite et en créer autant que vous le souhaitez. Donc là, c'est tout bon. On clique sur webmail, on accède à notre webmail et là, on peut venir se connecter. On clique sur connexion, on a accès à notre boîte mail si on se trompe pas dans le mot de passe et on arrive ici. Bon, c'est pas la meilleure interface, mais au moins vous avez une boîte mail sur laquelle vous pouvez recevoir des mails et aussi en envoyer. N'hésitez pas à la tester avant. Donc voilà, je vous ai montré énormément de choses que vous pouvez faire sur WordPress. N'oubliez pas qu'en dessous de la vidéo, vous pourrez retrouver toutes les informations utiles dont vous allez avoir besoin. Mais le plus important, si vous souhaitez monter en compétence sur WordPress, c'est de pratiquer. Plus vous allez pratiquer, plus vous allez pouvoir créer des sites qui vous plaisent. Et si jamais vous souhaitez monter en compétence, vous pouvez passer par de la formation en individuel, aller sur YouTube pour trouver des ressources gratuites et apprendre à créer votre site. C'est totalement possible que vous soyez débutant ou même un peu plus expérimenté. J'espère que cette mini formation vous a plu. N'hésitez pas à la partager à d'autres personnes qui souhaitent apprendre à créer des sites WordPress. Sur ce, c'était Kezia de l'agence Palm Square et j'espère qu'on va se retrouver assez vite.